Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Il est important de souligner que le paysage intellectuel africain brille habituellement par sa très grande facilité à être manipulé par la France. Le continent africain a pourtant besoin, plus que jamais, d'intellectuels engagés dans le combat pour l'indépendance totale de l'Afrique. Pour le président Banda-Kani, être diplômé ne vous confère pas le statut d'intellectuel. Mais pourquoi la France utilise toujours les intellectuels africains pour continuer à coloniser l'Afrique? Pourquoi les intellectuels africains jouent toujours contre l'Afrique, leur propre continent? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Banda-Kani et d'autres panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Intellectuels africains au service de l'oppresseur, projet subtil de longue date ou faiblesse de l'esprit, c'est notre grande interrogation. Une réponse précise à cette question est d'autant plus urgente que la démocratie libère la parole, appelle le débat d'idées, requiert la construction de projets de société et que les nouveaux régimes démocratiques sollicitent de plus en plus les intellectuels pour penser la démocratie afin d'en déployer toute l'efficience dans le sens de l'émancipation des peuples. Mais depuis la colonisation et même avant, les colons ont catégorisé les Africains. On partait des assimilés aux évolués pour ceux qui pouvaient parler face à face avec le leucoderme, qui jusque-là ne les considérait pas comme des hommes. Plus tard, ces Africains qui voulaient tellement ressembler au leucoderme mettaient tout en œuvre toutes les forces pour plaire au maître. Mais le maître, comme à son habitude, les considérait toujours comme des sous-hommes qu'il pouvait manipuler à sa guise. Alors une nouvelle fois, il les a catégorisés. Cette fois-ci, l'algorithme de l'occidentalisation a mis en route un classement. Eh bien, les mélanodermes de première et deuxième, sans oublier de troisième zone. Première zone, vous n'êtes pas très loin du blanc, même si certains ont envie de penser qu'ils en étaient. Certains ont tellement cru qu'ils étaient des leucodermes au point de vivre, de penser, de manger, de dormir comme eux. Ce sont ces intellectuels qui sont au service de l'oppresseur. Oui, nous dirons-nous. Oui, nous allons également le déclarer. C'est un projet subtil de longue date, mais nous dirons également que nos frères ont une faiblesse de l'esprit. Car comment comprendre qu'en plein XXIe siècle, quelques-uns ne savent pas où se trouve leur intérêt. Pendant ce temps, celui qu'ils veulent imiter, l'oppresseur, continue de les considérer comme esclaves. Quand vont-ils se réveiller de leur sommeil comateux? Le fabuliste nous a appris que tout menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Mais jusqu'à quand ces soi-disant intellectuels continueront à écouter le menteur? Pensons-nous que le menteur changera? C'est si vous disiez au léopard, c'est comme si vous disiez au léopard de changer sa peau. Bien souvent par le passé, même aujourd'hui, beaucoup d'intellectuels africains s'étaient par affinité pour des raisons pécuniaires mis au service de l'oppresseur. Nombre d'entre eux se sont fait conseiller et amis des chefs d'État d'anciennes colonies et ont été les intellectuels organiques au service de ceux qui veulent détruire le continent noir. Et lorsqu'ils exercent directement le pouvoir, ils installent des régimes qui perpétuent la présence des anciens colons et se révèlent, pour bon nombre d'Africains, pires que les ennemis du continent. Historiens, avocats, philosophes, hommes de lettres cédèrent à l'ivresse du pouvoir et à la séduction de l'argent qui les transforma en prédateurs et en oppresseurs des peuples. Le peuple africain est donc désabusé parce que les intellectuels africains se sont discrédités. Ils ont trahi les idéaux qu'ils étaient censés servir et sont tombés largement dans l'hétéronomie. L'engagement démocratique de l'intellectuel doit se fonder dans l'étau de la distance critique et de l'autonomie de la pensée qui correspond à l'autonomie du système politique en démocratie, car la démocratie, selon les Occidentaux, se distingue du régime politique non démocratique au sens où, en démocratie, le système politique est autonome par rapport à l'État et à la société civile. En effet, la démocratie n'est pas un mode d'existence de la société tout entière, mais de la société politique. C'est la société politique dont l'institution centrale est le Parlement, qui est le lieu de la démocratie, qui se définit par l'autonomie du système politique et par son rôle de médiation entre l'État et la société civile. Distinct de ces deux dimensions de la société, le système politique a pour charge de faire fonctionner la société dans son ensemble en combinant la pluralité des intérêts avec l'unité de la loi. Eh bien, messieurs, par ce travail de médiation, l'autonomie dans le corps social est préservée à travers le service et la défense des droits et des libertés. La confusion de l'État avec la société politique conduit à subordonner la multiplicité des intérêts sociaux à l'action unificatrice de l'État. Une dérive despotique de l'État peut procéder de cette confusion. Inversement, une confusion de la société politique avec la société civile conduit à créer
un ordre politique et juridique qui reproduit les intérêts économiquement dominants. Cette autonomie fondamentale de la démocratie, qui ne se trouve ni dans l'État, ni dans la société civile, mais dans la société politique, assigne à l'intellectuel un rôle d'autonomisation du corps social et de la médiation entre l'universel et le particulier. Mais est-ce le cas aujourd'hui? Le rôle de l'intelligentsia dans la démocratie doit être le reflet intellectuel de l'autonomie du système politique, dans la mesure où l'activité de l'intellectuel se décline nécessairement sous les trois dimensions de la critique, idéologique, morale ou technique, de même que le système politique préserve son efficience démocratique en évitant de se confondre avec l'État et surtout la société civile. Voilà pourquoi le rôle des intellectuels est spécifiquement en ce sens de combiner la mise en œuvre du développement endogène, en particulier les conflits sociaux dont l'enjeu est l'utilisation sociale de la rationalisation avec la mobilisation des forces de libération. Lorsque cédant à l'ivresse de l'opium, de la parole et de la critique facile, l'intellectuel tombe dans la rhétorique creuse et dans les sophismes qui le conduisent à combiner des mots vides dans la démagogie, au lieu de combiner la liberté et les forces de libération qui permettent d'élargir les espaces politiques de la démocratie et de poursuivre le développement endogène, lorsque saisi par une pathologie de la réflexion, il tombe dans l'égoïsme moral en ramenant toutes les fins à soi, en ne voyant l'utilité qu'en ce qui lui est utile, lorsque par eudémonisme, je vais me trouver par eudémonisme, il ne fonde la destination suprême de son vouloir que sur son utilité et son bonheur personnel et non sur la représentation de son devoir, et bien ainsi il s'abîme dans l'hétéronomie. Voilà pourquoi ce matin nous nous interrogeons, intellectuels africains au service de l'oppresseur, projet subtil de longue date ou faiblesse de l'esprit. C'est notre grande interrogation de ce vendredi 14 mai de l'an de grâce 2021. Président Badakani, jusqu'à preuve de contraire, on en parle. Il faut également le rappeler à nos téléspectateurs. Le sommet de Montpellier a été renvoyé en octobre prochain. C'est un second renvoi, mais pendant ce temps, ils sont nombreux, ces intellectuels, qui servent encore aujourd'hui l'oppresseur. Votre thème est très sérieux. C'est un thème très sérieux parce que là, on est au cœur d'un enjeu qui, s'il est bien maîtrisé, nous fera faire des grands bons en plus de ce que nous avons déjà fait. On est obligé, pour répondre à votre question, de se livrer, ne serait-ce que sommairement, à un exercice de typologie. J'allais dire de typologisation. On est obligé, sinon ça ne sera pas clair. Et généralement, quand on parle d'intellectuel, qui sait, dans l'entendement général, dans notre contexte, du point de vue de ce qu'on appelle la pensée idéaliste, on ne peut pas dire la pensée conservatrice, la pensée de la tradition des classes dominantes, l'intellectuel, c'est quelqu'un qui a pour activité essentielle les travaux intellectuels, l'esprit, les travaux de l'esprit. C'est quelqu'un qui a une grande faculté de manipuler les concepts, de les produire. Et ça donne essentiellement en termes d'activité à ce genre de boulot, de travail. C'est quelqu'un qui a la maîtrise, on peut dire comme ça, de la pensée logique. Et je dis bien, ça c'est du point de vue de la pensée idéaliste, de la pensée conservatrice. On vous comprend parfaitement. Il y a plusieurs écoles dans cette affaire. Et toujours dans ce sens, vous avez même des travaux. Yam doit s'ouvrir quand je vais rappeler des gens comme Wallon, les Piaget, qui sont allés jusqu'à établir de manière entre guillemets scientifique la supériorité du travail intellectuel sur le travail manuel, c'est-à-dire qu'ils ont hiérarchisé le savoir-faire au point de classifier les êtres. Celui qui fait le travail intellectuel est un être supérieur. C'est-à-dire le savoir-faire intellectuel est supérieur à tous les autres savoir-faire dans la société. Il faut arriver à ce niveau. Et du coup, donc, on entre dans ce qu'on appelle l'élitisme, c'est-à-dire de l'intellectuel, du point de vue de la pensée bourgeoise, pour utiliser un lexique marxiste, la pensée bourgeoise, l'intellectuel, c'est une élite de haut niveau, qui manipule les concepts, qui produit des idées phares, c'est-à-dire qui sont censées produire la lumière. On dit phare, la lumière. Quand vous êtes un chauffeur en route, quand votre phare ne fonctionne pas, on ne peut pas conduire. Perdu. Mais quand le phare s'allume, la voiture, vous conduisez plus facilement. Vous voyez à quel niveau on classe l'intellectuel.
Il a fallu attendre l'avènement de la pensée marxiste qui va opérer une révolution sur cette affaire, parce que, d'abord, Marx va démontrer que les intellectuels, c'est un rapport avec les classes, avec l'appartenance de classe. C'est-à-dire, un intellectuel, soit il travaille pour une classe sociale dominante qui domine la société, soit il travaille avec les classes opprimées pour les émanciper. C'est Marx qui va amener cette affaire-là, et il va faire une chose extraordinaire. En guerre contre cette hiérarchisation des savoir-faire qui a été mise en place par la pensée, par l'école idéaliste, conservatrice, bourgeoise, permettez l'expression, c'est pour qu'on comprenne facilement, Marx va opérer une rupture extraordinaire. Marx va démontrer que, en plus de l'appartenance de classe qui est déterminante pour comprendre la dynamique intellectuelle, Marx va réussir à démontrer que le travail intellectuel n'est pas supérieur au travail manuel, par exemple, surtout le travail de l'ouvrier. Marx commence déjà à démontrer ça. Maintenant, plus grave, il va démontrer que l'ouvrier, si on lui donne les moyens, peut accéder à un niveau très élevé de conceptualité, à un niveau très élevé d'intellectualité. Il va démontrer ça. Du savoir. Supérieur même à l'élite classique intellectuelle. Oui. Et il va matérialiser ça par les universités populaires, dans les dynamiques révolutionnaires, dans les dynamiques progressistes, au vrai sens du mot, par le progressisme de Macron et de Soros actuellement. Les universités populaires ont permis à des ouvriers de manipuler le concept à des niveaux très élevés. Vous avez un cas en France, un monsieur comme Georges Marchais, qui était un technicien, qui était un ouvrier spécialisé, terrorisait toute la classe politique française, y compris même la classe intellectuelle. Quand vous avez un plateau avec Georges Marchais, vous devez réfléchir 10 000 fois avant de venir. Parce qu'il était très fort. Mais il était le produit de l'université populaire. C'est un cas que je prends. Donc, Marx va opérer cette rupture-là. Oui. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on peut estimer que ces écoles-là, parlons comme ça, en particulier l'école marxiste, ont pris de l'âge, et que, disons comme ça, a pris de l'âge, et que le triomphe de la pensée globaliste, la pensée illuminati, nous a amené à un niveau où, n'est-ce pas, non seulement la science est l'esclave des puissants, de ceux qui ont l'argent du capital, la science est l'esclave de ceux qui ont l'argent, du coup, on observe un dépérissement de la fonction intellectuelle de la société. Il n'y en a plus. C'est-à-dire au sens noble du mot. Oui. Il n'y en a plus. Vous avez des gens, des brillants universitaires, des gens qui manipulent les concepts, qui écrivent des bouquins, mais qui sont au service de l'argent, qui ont fait allégeance aux Illuminati, qui ont fait allégeance à ce projet qui va exterminer l'espèce humaine, et qui le font sans état d'âme. Vous avez, n'est-ce pas, des gens qui, entre guillemets, des intellectuels, si on prend l'acception bourgeoise du mot, qui aujourd'hui n'ont aucune honte, n'est-ce pas, à aller vendre, à leur offrir leur service. C'est eux qui vont, comme quelqu'un qui va dire, je cherche du travail, je sais faire ça. Ils vont offrir leur service à des gens comme Macron, à la tête de la France, pour coloniser l'Afrique de façon globale. C'est-à-dire qu'en fait, nous ramener à un niveau d'esclavage jamais vu dans l'histoire. Et ils vont se présenter en vendant leur titre d'intellectuel. Oui. Vous entendez ces gens-là. Donc aujourd'hui, la question de l'intellectuel se pose terriblement sur la table. Parce que nos sociétés en ont besoin, vitalement. On en a besoin. Mais malheureusement, les catégories traditionnelles qu'on nous a imposées, les conceptions traditionnelles de cette fonction qu'on nous a imposées, ça ne marche plus. Ça n'existe plus ce genre d'intellectuel. Ça ne marche plus parce que la puissance de l'argent, les allégeances dans des sectes, les allégeances même confessionnelles, toutes sortes d'allégeances aujourd'hui qui sont coiffées par les Illuminati, ont fait qu'aujourd'hui, il est très difficile de revoir les nobles engagements qui nous ont fait rêver hier. Déjà, si on parle du cas de la France, des gens comme Sartre, si vous êtes de droite, vous pouvez apprécier Aaron, un tuteur de droite, mais on appréciait quand même ces combats, ces arts de la pensée qui avaient épousé des causes et où les gens allaient au-delà de leur vie. C'est-à-dire que leur vie n'était rien. La cause supplantait leur intérêt personnel. Et vous voyez des gens, n'est-ce pas, c'est-à-dire s'oublier et ne vivre que pour une cause. Et une cause qui fait avancer la société, pas n'importe quelle cause. Une cause noble. Une cause qui fait avancer la société au niveau qualitatif.
Vous avez vu des gens qui ont, vous avez parlé de l'universel, des gens qui ont embrassé l'universel, c'est-à-dire qui pensaient l'humanité et qui produisaient des paradigmes, des idées, c'est-à-dire des idées qui ouvraient les perspectives, qui calmaient le cœur, qui donnaient de l'espoir aux classes qui souffraient sous l'oppression, qui démontraient que les puissances dominantes d'un temps ne sont pas un horizon indépassable, que c'est rien du tout, que c'est momentané, qu'elles vont tomber comme d'autres puissances sont tombées hier, et qu'il ne faut pas se laisser corrompre, se laisser avilir en recitant, en reprenant, n'est-ce pas, les projets de cette dominante-là. Pour dire que le monde ne se réduit pas à une domination d'un moment. Vous voyez, que l'horizon intellectuel, ce n'est pas la domination intellectuelle d'une classe d'un moment. Ce n'est pas ce que les penseurs dominants d'un moment disent. Et vous savez, ces gens-là, ces lumières-là, on ne les voit plus, gosse. Elles ont disparu. C'est ça le problème. Elles ont disparu. Donc, on a besoin aujourd'hui de l'intellectuel aujourd'hui. Et l'intellectuel, il y a donc une confusion, je vais terminer par là, qui s'est installée et qui est entretenue. Dès qu'un gars fait des études universitaires, je n'ai rien contre. Au contraire, nous avons des brillants universitaires. On en a besoin. Attention, cette tribune n'est pas un endroit où on fait l'anti... Non, non, pas du tout. On n'est pas là pour ça. Un anti-intellectualisme primaire. L'université a une fonction essentielle dans une société. Mais, une fois qu'on l'a dit, de là à confondre un universitaire et un intellectuel, c'est un pas qu'on ne franchit pas. Ça n'a rien à voir. Je vais aller plus loin. Les diplômes ne confèrent pas à quelqu'un un statut d'intellectuel. Jamais dans l'histoire, le diplôme n'a conféré à quelqu'un un statut d'intellectuel. C'est vraiment très intéressant. Or, cette confusion, il faut comprendre, elle est entretenue savamment par un pays comme la France, dans le cadre de rapport avec l'Afrique, même les États-Unis partout, ils entretiennent ce système, et du coup, qu'est-ce qui se passe? La pensée, les universitaires, certains universitaires, je ne vais pas généraliser, les universitaires qui sont recrutés terrorisent, dominent le champ de la pensée, dominent le champ de l'engagement intellectuel. Et par là, on brime, on anéantit des génies de l'engagement intellectuel qu'on va terroriser en mettant devant eux des gens qui ont 300 doctorats, 400 agrégations, mais pratiquement vides. Et qui, du coup, par là, sont présentés comme étant des intellectuels et qui sont capables de parler, n'est-ce pas, au nom de la société, au niveau de la pensée, au niveau de l'engagement, au niveau de la prise en charge des comptes. C'est très important pour nous. Je vais être plus concret. Regardez les pays africains. Quand nous sortons de l'indépendance, un pays comme la France comprend très vite qu'il faut contrôler l'université, il faut la domestiquer, il faut tout faire pour que nos sociétés ne produisent pas d'intellectuels. C'est-à-dire des gens qui vont remettre en cause la domination française. Pour prendre ce cas-là, je prends ce cas français chez nous, qui vont remettre en cause la domination occidentale. Qu'est-ce qu'on fait? On crée des écoles, des instituts en France, qui ont des budgets, des gros budgets, et qui peuvent offrir des bourses, de l'argent, des primes, sous divers titres, à des brillants cerveaux chez nous, pour qu'ils circulent, pour la circulation de leurs idées. Vous comprenez? Et du coup, l'argent que vous donnez, par exemple, par an, est 100 fois supérieur à votre salaire annuel. C'est-à-dire que si vous faites 2 voyages, par exemple, en France, dans le cadre de cet échange-là, vous avez pratiquement, en un voyage, votre revenu annuel. Mais vous imaginez, du coup, il y a des formes de tutelle qui se sont imposées. Des allégeances non dites. Par le fait que, si je veux bonifier mes revenus, par exemple, maintenir un train de vie, je suis obligé de ne pas remettre en cause la tradition intellectuelle de l'institut, de l'école, ou bien du cadre qui m'invite. C'est comme ça qu'on a voulu tuer, par exemple, le débat sur le franc CFA. C'est comme ça qu'on a fait disparaître ce débat-là. Pendant au moins 50 ans, 30 ans, depuis que Tundia est mort, personne n'en parlait. Depuis qu'on a tué Tundia, il n'est pas mort. C'est comme ça qu'on a tué le débat sur l'impérialisme en Afrique, en général, et dans le cas de ce qu'on appelle précaré français. C'était des tabous, on n'en parlait plus. On a fait prospérer des thèses de post-colonie, des thèses que l'État colonial, là, c'est chose du passé, et qu'on est dans un nouveau monde, on a imposé l'idée de la politique du ventre, le patrimonialisme, pour remplacer l'impérialisme, et imposer que le problème des africains, c'est que les dirigeants ont des gros ventres, ils mangent trop, et ils volent trop, c'est pour ça que les pays sont arriérés.
Et du coup, la capacité d'analyser les rapports structurels, les liens structurels, les rapports de dépendance, qui expliquent de manière générale et fondamentale la situation de l'Afrique, ont disparu. C'est pour ça que je voudrais terminer en disant que si cette table-ci ne s'assume pas comme étant intellectuelle, on est quoi? C'est la véritable interrogation, président Madakani. Mais des gens comme nous, on va tout faire pour qu'on ne soit pas visible. Qu'on nous écarte finalement. Mais je vais vous dire, le temps l'est passé. les intellectuels n'ont pas disparu. Sur le plateau, il y en a. Et tous ceux qui sont autour de moi ce matin sont des intellectuels. Et justement, ils sont là pour des causes nobles, des causes justes. Il ne faut pas également l'oublier. D'ailleurs, l'Afrique tout entière en parle. Pendant ce temps, docteur Jean-René Douma, on parlait justement de ces élites de haut niveau qui doivent représenter les Africains. Ces élites de haut niveau qui doivent justement être là pour de nobles causes. Est-ce ces élites-là qui vont aller au sommet de Montpellier, qui a été, il faut le dire, repoussé en octobre prochain? Steve, avant de répondre précisément à cette question, Oui. Permets-moi de revenir sur le concept de l'intellectuel. Oui. On ne saurait parler d'intellectuel sans évoquer l'intelligence. L'intelligence, qui est donc la manifestation, n'est-ce pas, qui peut être conceptuelle ou alors matérielle de l'intellectualisme, même si les ismes ne sont pas souvent très positifs, est au centre de l'intellectuel. Vu sous cet angle, tout le monde est intelligent. Ce n'est qu'une question d'exploitation du niveau d'intelligence. C'est pour ça qu'on parle de quotient intellectuel. Il y a d'autres types de quotient émotionnel et j'en passe. Alors, pour exprimer cette intelligence-là, pour l'exprimer, on a mis en place des cadres. Oui. Et pour formaliser également cette intelligence, pour la convertir à ce qu'on appelle d'une part les compétences, j'aime bien emprunter le mot anglais pour ça, le know-how, et d'autre part les aptitudes qu'on noie souvent dans les compétences dans le système francophone, et on parle de skills en anglais. Parfois on tend à mélanger les compétences et les aptitudes qui, elles, sont l'expression, n'est-ce pas, de la matérialisation des connaissances, on va dire théoriques, qui sont assimilées aux compétences. Lorsque je l'ai dit, lorsqu'on a un diplôme, c'est une présomption de compétences. Une présomption de compétences parce que quand vous postulez, vous savez bien que vous avez d'abord une phase d'essai, on vous met à l'essai, et c'est prévu, parce qu'on veut voir si ce que le papier que vous avez obtenu, qui est le diplôme, dit, vous êtes capable de le matérialiser à l'œuvre. Le maçon au pied du mur. Donc, excusez-moi. Alors, ça c'est juste la matérialisation donc des connaissances théoriques qui doivent déboucher sur la pratique, Oui. qui doivent déboucher sur des projets de société, qui doivent déboucher sur l'implication des uns et des autres dans l'avancement de la société, qu'on se mette au service de la société. Donc en background, il y a donc cette partie théorique-là, ce que certains professeurs dans mon pays appellent les savoirs savants. Donc, de l'autre côté, est-ce que quelqu'un qui a fait l'école, disons jusqu'au cours moyen 2, ou alors jusqu'au cours, par exemple jusqu'au BEPC, et qui très rapidement a mis en place une activité professionnelle, peut-être a créé son entreprise. Et donc, est-ce que cette personne qui a créé son entreprise très tôt, par rapport au temps qu'il aurait dû mettre pour faire l'école, c'est-à-dire acquérir des connaissances théoriques, 5-10 ans après, n'est pas un intellectuel dans son domaine? Parce que l'exercice de cette intelligence-là, si ça devient un métier central, évidemment, ça fait de vous un intellectuel d'office.
Et ça rejoint un peu les théories que le président Badakani a mis sur la table. Oui. Voilà, et qui font qu'on catégorise des individus, alors qu'en réalité, cette catégorisation est suffisamment biaisée. Donc, dans les établissements, dans les universités, évidemment, il y a les deux approches qu'on prend en compte. Véritablement, l'approche qui fait en sorte qu'on accumule les diplômes, on va arriver à l'université, on enseigne, etc. Et il ne faut pas oublier qu'on ne peut enseigner que ce qu'on a appris, ce qu'on a pratiqué. Et donc, n'attendez pas d'un professeur qui est professeur parce qu'il a développé des théories, on va dire savantes, qu'il enseigne, comme par exemple un entrepreneur qui lui aussi vient donner des enseignements, par exemple de création d'entreprise, etc. Donc, parce que l'entrepreneur, lui, il a un autre parcours. Et les deux doivent se compléter pour que l'individu qui a été formé soit un individu suffisamment équilibré. Le problème auquel nous sommes souvent confrontés, c'est de vouloir faire d'un menuisier l'électricien. Et je reste dans ce cadre bien précis. On vous comprend parfaitement, docteur Jean-René Doma. Dans ces canaux-là, il y a évidemment des spécialités, il y a des profils qu'on ne devrait pas chercher à rapprocher ou à mélanger. Maintenant, il est clair que, quelle que soit la définition qu'on affecte à un intellectuel, pour moi, un intellectuel doit mettre au service de la société, au service du développement, l'intelligence qu'il a. Qu'elle soit matérialisée par des diplômes ou pas, pour moi, il est intellectuel. À partir du moment où il pose des actes, n'est-ce pas, qui confortent son autorité, parce que là aussi, on évoque l'autorité de la personnalité, l'autorité de l'acquisition de savoir maîtrisé. Il y en a qui vont jusqu'à l'expertise. Et l'expertise, ce n'est rien d'autre que la manifestation, la preuve que vous avez de l'expérience. Du background. Et c'est pour ça qu'on dit que vous êtes expert. Est-ce que vous pouvez avoir de l'expérience sans avoir pratiqué ce pourquoi vous passez pour une lumière? Parce que si vous êtes un expert dans un domaine, vous êtes la lumière. Vous devez éclairer les gens, la société, par rapport à ce domaine bien précis. Maintenant, Steve, l'intelligence, c'est aussi comme une arme. Si vous m'abattez maintenant, peut-être on va vous condamner à mort. On vous met en prison. Mais si vous allez en brousse, avec le fusil, vous abattez un singe, nous allons vous accueillir comme un héros du feu, un héros. On va le dépiécer, on sera très content de le déguster. Et c'est ça l'intelligence. Et donc, il y a des intellectuels africains, certains, et je dis heureusement, parce que je suis convaincu, même si ça doit être une vue de l'esprit, qu'ils sont de plus en plus minoritaires. Ils mettent cette intelligence-là contre l'Afrique. Ils sont intelligents, mais ils utilisent cette intelligence-là pour nuire à l'Afrique au lieu de mettre l'intelligence au profit de l'Afrique. Et c'est en cela que c'est vraiment dommage. Et lorsque ce sont ce type d'intellectuels que le président Macron invite à son fameux sommet de Montpellier, évidemment, ça nous renvoie au thème, à la thématique centrale. Est-ce qu'ils pensent que quand il s'agit de servir l'oppresseur qu'ils sont, le prédateur qu'ils sont, les pilleurs qu'ils sont, il faut choisir ce que nous ne pouvons pas considérer comme intellectuel, parce que même étant intelligents, ils utilisent cette intelligence contre le continent, ce pourquoi on ne peut pas être d'accord. Nos intellectuels doivent utiliser leur intelligence, avec ou sans diplôme, pour développer notre continent, pour protéger les intérêts de notre continent, pour veiller à ce que nos enfants, nos arrières, petits-enfants, soient libres de vivre dans ce continent et juste de toutes les richesses dont regorge le continent en question. Donc ce sommet, qui a déjà été renvoyé pour la deuxième fois, sera purement et simplement annulé, parce qu'encore une fois, nous voulons arriver au stade où un pays africain convoque un sommet, pays africain, par exemple Union européenne, en Afrique.
Et à ce moment-là, on va essayer de parler d'égal à égal. Parce que nous avons tout pour ça. Merci beaucoup, docteur Jean-René Bouma, pour cette précision. Docteur Yambintima, je vais me tourner vers vous ce matin. Nous, quand nous étions tout petits, j'ai mon ami d'ailleurs, un ami d'enfance qui se trouve du côté de la Guinée équatoriale, nous pensions tout petits que être docteur revenait à dire qu'on résolvait immédiatement un problème lorsqu'on sortait de l'école. Dans nos têtes, on se disait, lorsque quelqu'un devient docteur, un agrégé, forcément, il va résoudre un problème économique, un problème littéraire, un problème scientifique. Il pouvait résoudre tout. Malheureusement, nous avons grandi et à un moment donné, nous nous sommes posé des questions. À quoi servent finalement ces docteurs sortis des universités? Wow. Ça mérite vraiment de souffler. Vous savez, que veut dire docteur? Que veut dire docteur? Le problème, c'est que nous ne savons plus ce que signifie ce terme. Oui. Ce terme veut dire être au service de nous, tout simplement. C'est ça que ça veut dire docteur. Oui. Donc, avoir un doctorat, c'est faire engagement de se mettre entièrement au service de son peuple. Parce que vous êtes docteur et ce titre est un titre public, protégé par l'État. Et l'État, c'est juste l'institution que le peuple crée. Du coup, porter un titre, pas seulement de docteur, mais quel que soit le titre académique, scolaire que vous portez, vous faites engagement, vous vous engagez à être au service de votre peuple. C'est ça qu'on appelle avoir un diplôme. Et avoir un doctorat, ça signifie que de manière suprême, puisque c'est le diplôme le plus élevé, alors vous avez suprêmement décidé, choisi de vous engager au service de l'État qui protège et valorise votre diplôme, Oui. et donc du peuple qui lui-même fonde cet État. C'est ça que ça veut dire. Le problème, c'est que nous avons oublié les choses simples. Définir les mots. Il faut définir les mots. Dès qu'on les a définis, vous voyez que tout de suite, le débat sur l'intellectuel devient clairement... Mais enfin, tous ces intellectuels que nous avons, comment défendent-ils le peuple? Justement. Mais c'est ça, être intellectuel. Être intellectuel, c'est pas faire autre chose. Mais ils défendent justement le peuple. Du coup, cela n'a rien à voir avec le diplôme. Mais l'intellectuel, par essence, l'intellectuel systémique du Cameroun, de l'histoire récente du Cameroun, c'est Oumiobe. Il n'avait pas un doctorat, le type. C'était quoi? Un greffier, je crois. Il n'avait rien de tout ça. Formé où? Les fameuses universités populaires. Ouais, Lui, il n'a pas... Des garçons de là, c'est la même école, l'école marxiste. Ça n'a rien à voir avec le diplôme. Et vous remarquerez quelque chose de fondamental chez les premiers présidents africains. Facing Mount Kenya, Jomo Kenyatta. Zambia shall be free, Kenneth Kaunda. Vous en prendrez beaucoup. Ah oui, j'allais... Walimu, tous ces gens-là. Mais vous avez certainement l'intellectuel le plus capé de tous ces premiers chefs d'État, Kwame Nkrumah, le conscientisme Africa Must Unite, etc. Mais que faisaient ces gens-là? Tous les gens que je viens de vous citer là, est-ce qu'il y en a un seul qui a un doctorat? Pas du tout. Sauf Kwame Nkrumah. Sauf Kwame Nkrumah. Sûrement, il a fait les études aux États-Unis. Non, en Angleterre. Entre Angleterre et les États-Unis également. Vous avez tous ces gens-là. Vous comprendrez que Le reste, pas du tout. tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, est en cohérence parfaite avec la définition que nous avons donnée. Engagement pour la défense, la promotion, l'émancipation du peuple. Servir le peuple. Ils sont au service du peuple. Maintenant, vous avez ce qu'on peut appeler les intellectuels politiques, c'est ces gens-là. Après, vous allez quand même avoir, on n'a pas cité tout le monde, on a cité un certain nombre qui sont très représentatifs, mais vous en avez d'autres qui sont des intellectuels qui ont été des intellectuels universitaires, disons non, pas académiques, des intellectuels académiques. C'est le moment. Et comme,
par exemple les Cheikh Anta Diop, m'a manqué, c'est le mot. mais qui vont quand même faire une incursion dans la politique, pas parce qu'ils voulaient absolument devenir président du Sénégal, mais pour prouver que vous ne pouvez pas être celui qui a le savoir, et ça c'est l'une des thématiques fortes que je développe dans ce livre qu'on a présenté tout à l'heure, l'Afrique s'est-elle résignée à la colonialité? Vous ne pouvez pas être ceux qui savent, ceux qui connaissent, et ne pas être ceux qui font. En fait, le schéma, le voici. Vous ne pouvez pas avancer, vous arrêtez là. Vous avez fait un bout de chemin. Pourquoi? Parce que, tout à l'heure, le docteur Douma parlait de l'intelligence. L'intelligence, c'est la mise en relation, c'est les rapports. C'est-à-dire que vous avez la capacité d'identifier les rapports entre les choses. Et cette capacité d'identifier les rapports entre les choses ne peut pas être totalement théorique. C'est pour cette raison que, aussi curieux que cela vous paraisse, les gens les plus pratiques, ce sont les mathématiciens et les philosophes. Aussi curieux que cela paraisse. Ouais. Les gens se demandent, mais ces gens qui sont les mathématiciens, des chiffres bizarres. Mais, ils ont un impact direct sur la vie de tous les jours. Parce que quand ils vont vous dire le triangle, quand vous voulez faire votre studio, vous allez utiliser le triangle. Aussi simple que ça. Et en général, ce sont des gens qui vont très souvent produire tout ce qu'ils produisent comme pensée ou comme savoir pour que la société se transforme. Ils ne seront peut-être pas forcément ceux qui vont tenir le marteau ou ceux qui vont s'asseoir pour rédiger un programme informatique, mais c'est ça l'objectif. Tant que ce n'est pas fait, ils ne sont pas satisfaits. Il y a quelque chose d'assez curieux dans des pays comme le nôtre où vous avez des personnes qui sont d'ailleurs censées s'occuper de la formation de notre jeunesse, qui vont vous dire tout le temps que la professionnalisation des formations est la voie. Mais vous allez professionnaliser les informations et vous allez créer l'espèce de le monstre social que vous avez créé au Cameroun. Ou parce que un certain nombre de personnes ont le sentiment de posséder, alors elles pensent que la possession des biens signifie la possession de la vérité. Non, les biens et la vérité, c'est deux choses différentes. Vous avez la possession des biens, vous n'avez pas nécessairement la possession de la vérité parce qu'en fait, vous ne savez rien. Parce que c'est ça que les gens oublient. Un inspecteur des impôts ne sait rien, il connaît. Il connaît les impôts, il connaît la gestion fiscale, mais il ne sait rien. Tout à fait. C'est un ignorant. Il ne sait rien. Parce que le savoir, souvent, il ne connaît même pas la philosophie de l'impôt. Mais c'est ça le problème, parce que cette couche de la doctrine est par-delà la connaissance. Parce que ça, c'est le savoir. C'est la partie théorique, c'est la partie où l'on identifie les rapports, et où on peut donc forger on peut donc élaborer, formuler une politique. La difficulté, et là nous touchons à quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est-à-dire que vous avez donc, dans le champ, si vous voulez, de la connaissance de manière générale, ou de tous ceux qui prennent la parole, tous ceux qui sont dans l'espace public du discours, vous avez d'un côté des gens qui vont être des commentateurs. Un commentateur, ce n'est pas un intellectuel. C'est-à-dire vous répétez des choses. Vous avez tous ces gens, d'ailleurs, pour la plupart, qui ont fait des études sur selon tel. Vous allez voir que les études professionnelles sont comme ça. Ouais. Mais les études professionnelles sont comme ça parce que là-bas, ce n'est pas le savoir, c'est la connaissance. Ça ne produit pas des intellectuels, ça produit des ouvriers. Vous avez de l'autre côté, et vous avez quand même, dans le domaine qui devrait être théorique, les gens vous disent selon tel. Mais vous trouverez toujours des gens qui ne diront jamais selon tel. Et qui vont produire un savoir authentique, original. On appelle cela les doctrinaires. En réalité, c'est dans cette catégorie qu'on trouve plus facilement de vrais intellectuels. Pourquoi? Quelqu'un qui réussit d'ailleurs à s'échapper, d'abord à s'échapper des contraintes de devoir commenter la pensée de quelqu'un d'autre, est forcément une personne qui a une idée personnelle et qui veut la faire valoir. Mais le fond de tout ce travail, de toute cette expression de la pensée, mais c'est ce que disait Tao Tep. Tao Tep, c'est le type qui a écrit le livre le plus ancien connu aujourd'hui, qui était un vizir de Pharaon. Et l'idée centrale, ou l'une des idées centrales de son livre, Les Enseignements, c'est que tout savoir, toute connaissance a une finalité morale. Très important. Si tout ce que vous faites n'a pas de finalité morale, vous ne pouvez pas être considéré comme un intellectuel. Et dans l'Égypte antique, on ne vous respectait pas. C'est là où ça commence même. Mais la moralité, c'est quoi? Lorsqu'on la porte au niveau de la société. Mais c'est ça qu'on appelle le patriotisme. C'est ça la moralité. C'est-à-dire que la patrie, qui est donc la valeur principale, elle est défendue. Vous trouverez donc
là-dedans, un certain nombre d'intellectuels, je vous disais tout à l'heure, qui sont à mi-chemin, qui sont par exemple des intellectuels académiques comme les Cheikh Anta Diop, qui sont le prototype de l'intellectuel. C'est-à-dire que la patrie, c'est elle qu'on défend. Et vous trouverez des intellectuels comme des Samir Amin, qui, voilà des gens respectables qui défendent la patrie. C'est ça, les intellectuels, les Théophile Obenga. Et vous avez aujourd'hui des gens comme les Mbombo Bokbasson qui vous disent que toute science, il n'a pas dit tel champ, il n'a pas dit l'analyse sociale, toute science qui n'est pas fondée sur notre culture n'a aucune valeur. Renchérissant sur la pensée de son maître Mbombo Kotbisek qui disait être, c'est avoir des ancêtres. Mais c'est très important, être, c'est avoir des ancêtres. Être, c'est avoir des ancêtres, ça veut dire que tout propos que vous tenez doit concourir à la défense de ce que vous êtes et de cette société à laquelle vous appartenez. Alors, les intellectuels que nous avons aujourd'hui, ou ceux qui se proclament comme tels, le sont-ils? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes auxquelles nous avons donné trop vite, trop tôt, la coupe de la victoire, en donnant le sentiment que parce qu'ils avaient écrit beaucoup de livres, ça faisait des intellectuels. C'est peut-être simplement des commentateurs ou c'est peut-être simplement de très bonnes personnes, de très bons romanciers. Des gens qui vous décrivent des situations sans nécessairement exprimer une pensée propre. Et la pensée propre n'a de valeur historique que dans la mesure où elle concourt à la protection de la société à laquelle on appartient. Le fait aujourd'hui que vous posiez la question de savoir, mais ces agrégés, ces docteurs, mais qu'est-ce qu'ils font de l'Afrique? Comment peut-on expliquer que l'Afrique soit dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, mais que, avec tous ces agrégés-là et tous ces docteurs, mais qu'elle soit toujours dans cette situation? Mais regardez comment les universités sont déjà gérées. Vous avez les gens qui ont les diplômes les plus élevés de la République, mais les universités, dans les qu'on leur confie, sont les pires poubelles de la planète. Pourquoi? Mais c'est parce qu'en réalité, nous avons un problème d'intellectuel. L'intellectuel doit, toute son œuvre doit concourir, lorsqu'il a identifié les rapports structurels, les rapports essentiels entre les différentes composantes de la société, les différentes activités de la société, doit concourir à la transformation de cette société. C'est pour ça que Karl Marx disait, les philosophes, aujourd'hui on pourrait, il dit les philosophes n'ont fait que interpréter le monde, maintenant il s'agit de le transformer. Mais on peut reformuler ça aujourd'hui en disant les intellectuels n'ont fait qu'interpréter le monde, mais il s'agit de le transformer. En réalité, le fond du problème, c'est que vous avez eu une génération de vrais intellectuels et vous avez vu qu'ils ont conduit nos pays à l'indépendance. Ils ont œuvré pour la transformation de notre environnement. Et lorsque vous êtes un intellectuel en Afrique face à la colonialité, qui est le dernier stade de l'impérialisme, vous ne pouvez pas avoir d'autre réaction que de la lutte pour sortir votre peuple de l'impérialisme. Parce qu'au bout du compte, quelle est la fonction primaire de l'intellectuel? Je reviens à l'Égypte antique. La fonction primaire de l'intellectuel, c'est la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est d'établir clairement les rapports essentiels qui existent dans une société et de les caractériser dans le sens d'une compréhension saine. Mais tout cela ne peut s'achever que lorsque votre propos établit un rapport de justice. Voilà pourquoi les valeurs que nous avons en Afrique, c'est la vérité et la justice. Donc un intellectuel ne peut pas sortir de là et penser qu'il est un intellectuel tant que le propos qu'il tient, quel qu'il soit, n'est pas en relation avec la vérité et la vérité ne produit pas la justice. Merci beaucoup, Dr Yam Timba, pour toutes ces explications d'ailleurs profondes. Pendant ce temps, messieurs, on a quand même de millions de diplômés sur le continent africain depuis les années 60, on va pas également le dire. De millions de diplômés qui ont des diplômes d'ailleurs, qui ont des doctorats, qui ont des agrégations et tout ce que vous allez dire. Boulimie diplômique. Oui, si on peut le dire ainsi. Depuis la colonisation, donc, il faut le dire comme ça, les colons ont mis tout en œuvre pour tuer les vrais intellectuels et faire croître une nouvelle forme d'intellectuels acquise à leur cause. Est-ce qu'avec cela, on va s'en sortir sur le continent africain? La question est posée à Moubarak, ils vont dire que je pense. Oui. Merci d'être sûr que... Steve, moi je vais essayer de rester a fortiori dans notre profession. J'ai un problème dans deux pays que je crois connaître un tout petit peu. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Où sur des plateaux télé,
Je n'en veux à personne. Même pas à Steve. Je dis je n'en veux à personne. Vous êtes sentez-vous Pour libre. présenter Yamtimba et les autres, heureusement que ceux qui sont ici sont plus ou moins évolués, ont compris le défi de la vie, commence par docteur. Sur mes plateaux télé, c'est connu de tous. Je ne présente, c'est Yamtimba. Et après, je peux suivre docteur en. Ça me rappelle un journaliste sportif qui bossait à STV. Il a présenté le président d'un club, docteur président. Ce monsieur était tellement gêné. Il est jusqu'à présent, s'il me suit, président d'un club de première division. Il a dit non, vraiment, je crois que le titre de docteur est largement suffisant. Parce que c'est à partir de là, c'est nous, communicateurs, Oui. qui déjà biaisons le débat. Ce qui se passe au Cameroun, c'est autre chose. On court vers ces titres-là. On est sûr et certain que quand on n'est pas docteur, mon Dieu, avoir mon ami Steve présenter le plan, sûrement c'est parce que je ne suis pas docteur. Il a commencé par le docteur, et puis on chute par moi, parce que je ne suis que journaliste. Non, pas du tout. non, si je dis n'importe quoi. Vous savez, et Steve sait que j'ai du respect même pour Yamtimba, etc. Je pense, sincèrement, que j'ai du respect pour une dame. Je doute un peu de sa valeur politique, mais j'ai toujours eu du respect pour feu Madame Foning, parce qu'elle s'est battue et elle a su émerger dans ce monde où déjà, excusez de l'expression, elle n'était pas d'un certain clan, ethnie, etc. Et surtout, elle n'était pas considérée comme intellectuelle. Elle s'est imposée. J'ai des doutes. Moi, le RDPC, non, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais vraiment, à voir comment est-ce qu'elle a su émerger. Quand je parle du RDPC, je fais de suite la différence avec le président Paul Biya, que je respecte, lui et sa famille. Il mérite sortir, n'est-ce pas, de la vie politique avec tous les honneurs. On doit préciser cela. Parce que je vois déjà des gens en train de penser à n'importe quoi. Non, sincèrement, quand on a écouté ce que nous venons d'écouter sur ce plateau, j'ai tout simplement envie de dire que Bandakani et les autres ont beaucoup plus et manifestement, et c'est avec raison, regardé la France. Au niveau de l'Angleterre et des États-Unis, comme a dit Claude, monsieur Jean-René, qu'il m'excuse. Jean-René, quand vous venez avec un diplôme aux États-Unis, on met ça de côté. Il a si bien dit. Aux États-Unis, c'est 3 mois x 2. On vous teste. Pour voir si effectivement, c'est la base. Même chose en Angleterre. Mais chez nous, quand vous avez le titre de docteur, notamment quand on est extampillé pratiquement et qu'on a été colonisé par ce pays qu'on appelle bleu, blanc, rouge, un pays de 60 millions de population qui s'amuse à nous. De suite, vous rentrez dans des fonctions dont vous ne maîtrisez ni d'Adam, ni d'Ève. Et ça crée tout ce genre de désordre, Steve, chers téléspectateurs, que nous sommes en train de voir et d'assister. C'est un problème. Si on peut continuer et mettre en exergue l'esclavage, qui nous a totalement englués. Vous savez, il y a eu 2 formes et 2 sortes d'esclavage. On oublie toujours de le préciser. L'esclavage où le Christ était la religion acceptée, voulue et bénie de tous, et l'esclavage où Allah et Mohamed devraient être la sacralisation. Vous n'avez pas le droit d'être bouddhiste. Vous n'avez pas le droit de suivre le vaudou. Vous n'avez pas le droit de suivre nos dieux d'Égypte. Impossible. C'était la voie à suivre. Et l'islam a castré, les gens ne le savent pas, plus de 85%. Les Africains sont, en fait, l'esclave même de l'islam. Les massacres de ce côté dépassent largement. Je ne suis pas en train de pardonner ni aux Européens, mais je voudrais déjà que l'on sache que nous avons perdu le nord, par rapport au fait que nous ne connaissons plus nos vraies valeurs. Et vous voyez justement certains Africains de ce jour qui se sentent beaucoup plus... ils sont proches de Paris
que proche, par exemple, de l'Afrique, ou proche du Cameroun, ou proche de quoi que ce soit. Parce qu'à la base, ils savent que pour évoluer, on doit faire allégeance. Yam Timba parlait tout à l'heure de ce qui se passait en Égypte. Oui. Comment est-ce que les intellectuels de ce côté arrivaient? Mais Yam Timba oubliait quelque chose. Et je sais qu'il a oublié. Justement, en Égypte, il y avait ce problème d'intellectuel. Où le pharaon, le roi absolu, voulait absolument imposer, c'est-à-dire distraire les intellectuels avec des pécules, avec des nominations. Certains s'y sont opposés radicalement. Et parce que le roi commençait, ou le pharaon, pardon, commençait à avoir peur de ce genre d'Africains dont on venait de la Grèce antique, etc. Ils avaient un savoir immense. Au lieu de débarquer chez le roi pour présenter les biens, faire allégeance, salutations, merci Bandakani, on se dirigeait plutôt vers ces intellectuels-là. Mais vraiment, le roi paniquait. Donc il fallait les acheter. Et les pharaons en ont tué énormément. Parce que beaucoup ont refusé de capituler. C'est également par là que, vous savez, très souvent, certaines destructions, des autodestructions se font de l'intérieur. Non, sincèrement, quand j'ai suivi la thématique d'aujourd'hui, quand Steve a eu la gentillesse de m'inviter sur ce plateau, moi j'ai souri parce que c'est un problème central. Les Africains ne savent pas d'où ils vivent. Ils sont perdus. Et ils sont sûrs et certains que le monde est bien comme cela se présente en face de nous, où il y a certains qui peuvent nous dominer, étant par exemple en France, et eux, ils acceptent n'importe quoi, étant sûrs que c'est la voie à suivre, beaucoup plus pour protéger leur progéniture. Beaucoup le font pour ça. Mais bon, il faut être très courageux pour suivre la voie de Oumniobé. Il faut être très courageux pour imposer la vérité, l'efficience. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il y a des prises de parole, Steve le sait, quand nous sommes panélistes. Quand on finit, c'est le chef de famille qui t'appelle au village. Pour dire, s'il te plaît, il faut que tu vives longtemps. Tu n'as plus de père, tu n'as plus de mère. Oui. Parce que nous tremblons. Et il y a des plateaux, à la sortie de ces plateaux-là, on se demandait si demain ou après-demain, nous serions toujours debout. Non, sincèrement, il est temps, et je remercie Steve pour ça et d'autres panélistes, de mettre la balle au centre et de voir comment est-ce que par ces débats-là, parce que c'est la communication qui porte, hein, oui. Voir comment est-ce que par ces débats-là, on peut commencer un tout petit peu à changer de prisme et de regarder différemment. Albert Anatole ici, bienvenue à vous, hein, bonjour. Bonjour Steve, je salue mes co-panélistes. Oui, c'est le dictateur. Le dictateur. Le propriétaire de tout le dossier. Je salue le nouveau, M. Moubarak. Bon, il n'est pas nouveau. Il n'y aura pas beaucoup de gagnants ce matin parce qu'il ne faut pas... Le temps nous est parti. Non, il ne faut pas atteindre la dynamique des débats sur le plateau. Albert Anatole ici, on va revenir justement sur la thématique de ce matin. Projet subtil de longue date aux faiblesses de l'esprit. Ouais. Mais écoutez... je pense que nous avons l'habitude de le dire dans le cadre de cette tribune. Je vous souviens, il y a plus de mois, nous avons mené un débat qui portait justement sur les intellectuels. Oui. Qu'est-ce que l'intellectuel? On avait d'ailleurs répondu à cette question, ça a encore revenu d'ailleurs ce matin. Tout à fait. Ils sont d'ailleurs très nombreux à avoir répondu d'ailleurs à cette question également ce matin. Maintenant, nous allons au niveau de la responsabilité qui devrait être celle des intellectuels. Oui. Parce qu'il faut quand même se dire les choses. Un intellectuel au sens classique du terme noble, c'est avant tout un révolutionnaire, c'est-à-dire le porteur d'une pensée révolutionnaire. Porteur de lumière. Un porteur de lumière, justement. Parce qu'un intellectuel, c'est pas celui-là qui met sa pensée sur le lit et il va qu'à d'autres occupations. Donc, aujourd'hui, et vous vous souvenez également, il y a quelques semaines, nous avons mis en débat, dans le cadre de cette tribune également, une catégorisation des nègres. Non pas des nègres de maison, nègres de champ, nègres de nuages. Je voudrais, à mon sens, à mon niveau justement, catégoriser un peu les intellectuels en les mettant sur deux catégories.
c'est ce que j'ai... Depuis ce temps, vous m'entendez parler de cerveaux blanchis sur ce plateau. Ces intellectuels, justement, qui vont faire allégeance à Macron pour parler des affaires, des problèmes africains, je parle des intellectuels des Africains, ou d'origine africaine, qui vont chez Macron parler des problèmes africains, ce sont des cerveaux blanchis actifs pour la plupart, et d'autres qui sont des cerveaux blanchis passifs, mais je voudrais davantage m'intéresser à ceux qui je peux considérer à juste titre comme étant des cerveaux blanchis actifs, c'est-à-dire qui sont conscients de leur aliénation intellectuelle, morale et tout ce que cela comporte. Pour dire qu'en fait, ils ont choisi leur camp parce qu'ils sont conscients de leurs responsabilités. J'ai mon grand-père qui me disait l'exercice de pouvoir, quel qu'il soit, implique beaucoup de responsabilités. Et notre responsabilité en tant qu'intellectuel devrait contribuer, comme l'a indiqué tantôt Yamtimba, à régler les problèmes de la société. Comme je l'indiquais, l'intellectuel, au sens noble du terme, ça devrait être celui-là qui apporte des solutions à son peuple, qui résout le problème. J'ai également l'habitude de dire dans le cadre de cette tribune, nous avons, le continent africain a beaucoup de docteurs, beaucoup d'agrégés, mais c'est quoi la plus-value? C'est quoi la plus-value? Il y en a qui ont des titres d'économistes, mais qui n'ont aucune publication scientifique. Et il y en a qui ont plusieurs titres, mais qui n'ont jamais fait de publication scientifique. Allez sur Internet, ils sont nombreux qui se définissent comme étant, qui se présentent comme étant docteur en économie, docteur en planification, docteur en géopolitique, en géostratégie, tout ce que vous voulez, mais qui n'ont jamais fait de publication scientifique. Donc, or, le continent africain, qui est un continent à construire, a besoin de la plus-value. On doit pouvoir sortir de la théorie pour la pratique. Et c'est ça qui est intéressant pour nous autres. Donc, ce que nous faisons déjà dans le cadre de cette tribune, ça doit pouvoir contribuer justement à mettre en lumière ces lumières qui, peut-être, pour une raison ou une autre, sont cachées. Je pense que dans le cadre de votre tribune, vous invitez quiconque est justement volontaire de venir dans le cadre de ce plateau. Alors, pour répondre de manière fondamentale à la thématique, je pense qu'il faut répondre, je crois que c'est les deux problèmes. Vous avez, d'un côté, ceux qui ont un esprit faible, c'est-à-dire les complexés. Oui. C'est-à-dire que lorsque... Je voudrais vous raconter rapidement une anecdote. Je suis un jour dans le cabinet d'un ministre à Yaoundé. Alors il y a un locodème qui débarque. Il est habillé, s'il vous plaît, en salopette. Et c'est monsieur qui est très mal habillé d'ailleurs, de mon point de vue, est prioritairement reçu par le membre du gouvernement parce qu'il est locodème. Alors qu'il y avait des Camerounais bien représentés sur le plan social qui attendaient depuis des heures. Comment vous appelez cela? Complexe. C'est un complexe. Ouais. C'est un complexe. Vous avez dans un autre cabinet ministériel, vous avez des magistrats qui sont assis, des hauts magistrats. Il y a un locodème qui arrive, qui veut rencontrer le ministre. Et vous savez où il pose ses pieds? Il pose ses pieds sur la table. Il se met à pianoter son téléphone devant tout le monde. Alors moi j'arrive comme d'habitude, en trouble fait, et moi je m'offusque de cette attitude. Bam, sur le plateau, dans la salle d'attente, c'est moi qui ai été mal vu. Pourquoi? Parce que j'ai tenu à corriger l'attitude de ce locodème. Parce que la réciprocité, ça n'existerait pas. C'est-à-dire vous arrivez à Matignon, ou bien au Quai d'Orsay, vous trouvez les locodèmes qui sont assis, et puis vous prenez vos pieds, vous posez sur la table. Du ministre. Non, la salle d'attente. Mais je crois que c'est quand même, il faut comprendre un peu l'état d'esprit. Donc je pense que nous avons donc des diplômés, parce que je ne peux pas les appeler intellectuels, qui sont encore dans ce logiciel n'est-ce pas, de complexer. Vous avez de l'autre côté, justement, moi je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Pourquoi est-ce que, pour régler les problèmes de l'Afrique, ce sont les intellectuels africains qui doivent être invités pour traverser l'Atlantique? Et quels intellectuels? Qui n'ont aucune légitimité, en tout cas n'ont pas ma légitimité à moi. Ils ne sont pas représentatifs des enjeux de l'Afrique à l'heure actuelle. Et puis, est-ce qu'ils comprennent véritablement nos problématiques à nous? C'est-à-dire que les projets sur la table, notamment la rupture, à travers le franc CFA, les pactes coloniaux, c'est-à-dire ces accords de coopération, n'est-ce pas, le démantèlement des bases militaires chez nous? Bien au contraire, ils vous disent non, si les autres viennent intervenir chez vous, c'est parce que vous-même, vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre dans votre maison. Eh bien, ça pose un problème quand même.
ça pose un problème. Et je termine par là, un intellectuel doit avoir une idéologie. Parce que c'est ça en fait, c'est-à-dire, une idéologie, c'est-à-dire une direction. Mais si vous êtes un intellectuel qui vaut à tout va, qui est manipulé comme un bateau, comme un navire par les vagues, il y a un problème de cohérence, ça pose un problème de cohérence. Résultat de course, vous avez donc des très mauvais produits qui sortent de nos grandes écoles, de nos universités, de nos centres de formation, parce que justement, nous avons plus d'étudiants diplômés que d'intellectuels, parce qu'un intellectuel, comme ils disent, doit avoir une vision, une idéologie. Et justement, l'intellectuel doit avoir une vision, monsieur, plus que 25 minutes pour sortir de cette édition de DBS Matin. J'accorderai donc 4 minutes à chacun d'entre vous. Vous êtes 5, 4 minutes, ça fera justement, messieurs, 20 minutes, je pense. Hein. Président Banakani, les intellectuels qui n'ont pas de diplôme estampillé par les États sont considérés comme des sous-hommes et des personnes ne servant absolument à rien. D'autre part, même s'ils ont il faut le dire comme ça, un quotient intellectuel extraordinaire, on ne les invitera pas, comme c'est le cas du côté de Montpellier. Rappelons d'ailleurs, président Banakani, que le sommet de Montpellier a été sinédié, on dit précisément, pour cause de coronavirus. Pourtant, lorsqu'on, il faut le dire comme ça, on le mettait en juillet, eh bien, on ne parlait pas de coronavirus en ce moment-là. Ben, j'avais déjà indiqué que c'était un sommet mort-né. Parce que, pratiquement, c'est une déclaration de guerre au continent africain. Et c'est un casus belli diplomatique, dans le fait. Oui. Ça, parce que nos officiels ne parlent pas. C'est un casus belli diplomatique. Vous ne pouvez pas être président. Moi, je vois, il y a les gens le CNC qui s'hasardent à mettre les gens ici et disent que bon, on a traité Macron de voyou. Mais comment vous qualifiez le comportement d'un président étranger qui s'ingère grossièrement dans les affaires intérieures des autres États, décide d'éliminer les interlocuteurs officiels élus par ces peuples-là, de les mettre de côté et de choisir ses interlocuteurs à lui. Sur la base d'une déclaration publique où il dit, Jeune Afrique interview, que moi je vais renouveler les générations en Afrique, je vais choisir qui va être président en Afrique. Il le dit, vous appelez ça quoi? C'est plus que du voyoutisme, c'est quoi ça? Donc vous avez fait, c'est un casus belli. Et il n'est pas exclu que certains intérêts qui commencent à réfléchir au-delà de M. Macron, leur avenir dans ces endroits-là, commencent à dire qu'il faut peut-être revoir la copie. Il faut revoir la copie et puis de report en report, on met coronavirus devant, ça ne veut rien dire. Coronavirus, c'est quoi? Ça ne veut rien dire. Donc vraiment, moi, je m'attarde même plus sur ce sommet de Montpellier. J'étais en train, tout à l'heure, il m'a beaucoup plu lorsqu'il a concilié l'intellectualité et les perspectives morales. Oui. Les perspectives, j'allais dire, sapientielles, de sagesse. C'est très important. On a eu tendance chez nous à... le monde aujourd'hui, le capitalisme, l'argent, n'est-ce pas, a eu tendance à tout faire pour séparer, n'est-ce pas, et ramener ce que Gramsci a appelé l'intellectuel organique. Ça veut dire que c'est quelqu'un, tu peux être facilement un mercenaire, pourvu qu'on ait les moyens de t'acheter. Tant qu'il y a de l'argent, en tout cas. Pourvu qu'on peut même t'enfermer dans une institution. C'est quasi militaire. On t'enrégimente et tu réfléchis, tu produis, mais tu ne vas pas au-delà des frontières qui sont tracées. Vous voyez, un peu ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des choses extraordinaires qui se passent dans le monde. Les gens peuvent inventer des virus, multiplier les fonctions des virus, créer des pandémies en toute liberté et appeler ça la science. Décider de nous transformer, de nous transhumaniser sans aucun problème. C'est parce que justement, on a émancipé l'intellectualité, je veux le dire, de la morale, de la sagesse. Donc c'est important. Tout à l'heure, le docteur Douma a dit des choses pertinentes. Je voudrais revenir et enrichir. Il faut faire attention avec les traditions américaines et anglo-saxonnes. Tout à l'heure, Moubarak m'a interprété que j'ai parlé de la France seulement. J'ai fait ça à dessein. Il m'a rappelé l'histoire africaine en matière d'intellectualité. Taoutet, il n'est pas le seul. Ahmed Baba, il y a plein de grands penseurs. Le continent qui a tout produit, en termes de sciences, de philosophie et tout, il est évident que c'est lui qui a conduit les premiers pas de l'humanité vers l'intellectualité. Vous comprenez? Mais ce n'est pas le même rapport avec l'émergence de la tradition intellectuelle occidentale, ou je veux dire occidentalo-moderne, n'a rien à voir avec la tradition intellectuelle africaine. Il faut qu'on retrouve cette tradition intellectuelle africaine. Que veut dire être intellectuel dans le contexte africain? Il y a des traditions pour ça. Les universités africaines de l'époque, les maisons de la parole,
des maisons de la parole qui vont déboucher sur les médias, du griotisme par exemple. Mais c'était des hauts lieux de la pensée intellectuelle, où il y avait des débats contradictoires. Il y a une université camerounaise qui a fait un travail excellent dessus, Samem Bongo, qui a écrit des livres. Je demande de lire ça, où il répertorie ça très bien, il démontre ces choses-là très bien, pour dire que l'Occident n'a pas découvert l'intellectualité. Au contraire, nous savons très bien les rapports d'éducation, les rapports paternels qui ont lié l'Occident à l'Afrique pour les amener à l'intellectualité. Donc, quand j'ai convoqué ça, c'était pas parce que je voulais seulement parler de la France. Mais je vais faire une distinction. Les Américains, ils ont ce qu'ils appellent le pragmatisme. Pas le pragmatisme comme étant se concentrer sur... C'est pas le réalisme, non. Je dis au niveau de l'intelligence, au niveau de l'intellectualité, ils sont pragmatiques. Et c'est dangereux. Vous voyez que les Américains, par exemple, cette insistance sur tes véritables compétences, n'est-ce pas, peut produire de l'efficience, hein, en termes de productivité. Mais c'est corrompu à un autre niveau, où vous voyez qu'au niveau de la pensée générale, oui, vous avez les think tanks. Et les think tanks, généralement, n'est-ce pas, ont des problèmes de budget, de financement. Et ceux qui les financent, généralement, les donnent des agendas. Vous comprenez, les agendas. Et vous arrivez à un niveau où vous demandez comment un pays, n'est-ce pas, qui est une grande démocratie, entre guillemets, comme les Américains, supposés comme les États-Unis, peuvent faire ce qu'on a vu faire dans le monde. Des guerres, des choses horribles. Vous demandez où sont passés les intellectuels. Vous demandez s'ils ont eu un jour des intellectuels. Vous comprenez? Vous demandez un jour comme l'Angleterre, la France, est-ce qu'ils ont eu des intellectuels pour avoir des comportements qu'on voit dans le monde, et qu'il n'y a pas de voix dans ces pays-là qui remettent ça en cause puissamment et fortement. C'est-à-dire qu'ils pensent l'humanité au-delà de la France, au-delà de leur pays. C'est ça aussi, ça à voir avec les campagnes intellectuelles. Pourquoi? Parce que ça va au-delà de mon domaine personnel. Je peux être un brillant sociologue dans mon domaine, mais pas forcément un intellectuel. Parce qu'être intellectuel, ça dépasse ta personne. Ça dépasse généralement ton domaine spécifique. Pour embrasser l'universel, comme tu l'as dit quand tu introduisais. L'universel, comme l'universel, c'est quoi? Ce sont des valeurs suprêmes. Oui. C'est-à-dire que penser le sort de l'humanité, la destination des hommes, de la vie, les valeurs de justice, de vérité, penser l'hégémonie politique dans une société. J'ai parlé de ça. Vous voyez que l'hégémonie politique, quand il faut commencer à penser ça, c'est pas seulement ton métier, tes connaissances, ton domaine où tu brilles. C'est vaste. Ça peut t'y conduire. Mais maintenant, quand il faut articuler, il a parlé des relations, des rapports. Tu mets en rapport les choses. Tu réfléchis sur les liens et tu rends ça intelligible à tous. Quand je m'engage en politique, je suis obligé de regarder plus vaste, d'élargir mon champ de vision. Penser la science. Penser la science. On nous fait croire aujourd'hui que la science c'est la technologie. Mais penser la science. Il y a une dérive faustienne qui est en train de tuer la science. Mais où sont les intellectuels pour en parler? Ce sont des sujets échangés. Parce qu'à la limite, on veut te vacciner sans ton avis. On veut te foutre un vaccin qui va te détruire. Et tu as des gens qui sont payés pour dire que c'est bon, alors que tout démontre que ce n'est pas bon. Et ces gens-là sont bardés. Ce sont des scientifiques authentiques, dit-on. Bardés de diplôme, hein? Oui, qui ont fait la preuve. Donc l'intellectuel, ce n'est pas seulement... Ça dépasse sa compétence personnelle. Ça dépasse sa personne. Il doit embrasser les causes universelles. La vérité, la justice. Le destin de l'espèce humaine. Penser Dieu. Quand vous avez interpellé, penser Dieu. Oui, l'intellectuel, on pense Dieu. Quelqu'un m'a dit, penser l'absolu. Il faut penser Dieu. Remettre en cause ce que les forces, les puissances établies entendent par Dieu et veulent imposer ça, n'est-ce pas, au peuple. Veulent imposer à la société. L'intellectuel doit bousculer ça, mon cher Gauss. Vous voyez que l'intellectuel, il prend des risques. Hein. Il y a beaucoup de périls dans sa vie. Les rapports entre les nations. Pensez la guerre. La guerre mobilise des gros intérêts. Des centaines, des milliards, des milliards, des milliards. Et l'intellectuel qui est contre la guerre, il prend des risques. Mais il faut qu'il y ait des gens qui pensent la guerre, qui produisent les concepts de la guerre de manière à nous démontrer que la guerre est inutile. Quand les puissances de l'argent nous prouvent que la guerre est inévitable, que la guerre c'est une bonne chose. Et économiquement rentable. Vous voyez donc que l'intellectuel, ça renvoie à une ascèse. Je reviens à ce qu'il m'a dit. Il y a une ascèse qui doit présider à la fonction d'intellectuel, à l'intellectualité. L'ascèse convoque des valeurs, convoque les valeurs quasi sacerdotales, pas au sens religieux du mot. Les valeurs de consécration, l'élévation spirituelle, le don de soi, l'abnégation. C'est-à-dire prendre les risques pour les autres.
Ça, il n'y a pas une école où on apprend ça. Pas du tout. Vous connaissez une école où on apprend ces valeurs-là? Il n'y a pas une école où on apprend ça. C'est-à-dire pour se sacrifier pour les autres et faire avancer la société. Je voulais terminer avec... Merci beaucoup. Je termine avec votre question. Oui. Projet de structure de longue date ou faiblesse d'esprit. Je dirais les deux. Oui. Pourquoi? Projet de longue date construit, pourquoi? Quand vous avez les sociétés établies qui ont eu à confronter les sommets de l'humanité, c'est-à-dire qui se sont élevés à des niveaux où ils discutaient avec le cosmos. C'est-à-dire les débats qu'ils faisaient, c'était les rapports entre la Terre et le cosmos. Ces sociétés connaissent des périls extraordinaires comme l'esclavage. L'esclavage, c'est quoi? C'est qu'on déconstruit tous les ressorts de la société. Et en particulier, sa capacité à produire l'intelligence, à produire l'intellectualité, à produire des génies intellectuels. Vous, des projets de longue date, ça a commencé là-bas. Ça ne s'est jamais arrêté avec la colonisation, le néocolonialisme, le colonialisme global. C'est-à-dire que j'appelle aussi colonialisme global cette élaboration stratégique qui consiste à anéantir toute émergence d'une véritable dynamique intellectuelle sur le continent. C'est un construit, c'est pensé. Ce que Macron ferait en invitant les Mbembe et consorts, c'est pensé. Il y a les Tintan Dédé qui pensent ça. C'est pensé, c'est construit. Quand on détruit les universités au Cameroun et dans les pays africains, comme disait Père Yam, c'est pensé, c'est un construit. Lorsque l'université devient une administration qui est dirigée par un ministre qui voit l'université comme étant son marchepied, une administration, c'est pensé, c'est un projet. Pour que là-bas, il n'y ait pas d'intellectuels. Et les diplômés, il n'y a pas d'intellectuels dans un contexte où on a besoin de déconstruire les valeurs dominantes. Hormis de cela, de renverser ces quand choses-là. on sort même de l'université, il n'y a que des bars, hein, des boîtes de nuit. Des bars et des C'est chambres de passe. scientifiquement bien Et les chambres élaboré. de passe, c'est bien pensé, mon cher. Où on a une société, par exemple, il faut qu'on soit concret, hein. Il faut déconstruire le FMI. Montrer que cette affaire-là, c'est de la bêtise. Il faut déconstruire les puissances cléricales établies. Il faut déconstruire le système international. Il faut déconstruire des hégémonies. Mais quand on détruit l'université, quand on détruit l'école, quand on détruit toutes les infrastructures culturelles d'un peuple, qui sont le témoignage de sa grandeur, on fait quoi? C'est un construit, c'est un projet de longue date. Et ça aboutit donc quoi? À l'affaiblissement des esprits, M. Ngoff. Vous voyez? Les esprits sont affaiblis. Les esprits forts ont de la peine à émerger. Tellement pour émerger, il faut prendre tellement de risques. C'est-à-dire, être intellectuel veut dire mourir, risquer la mort, tutoyer la mort tout le temps. Vous êtes conscient qu'on va diminuer les esprits. Il était important, n'est-ce pas, que je rappelle que c'est une construction sur de longue date qui est établie sur le continent et qui vise à empêcher toute émergence d'une véritable tradition intellectuelle. Un peu plus de 4 minutes, mais c'était nécessaire. Hein. Lié au terrain historique. Un peu plus de 4 minutes. Bon, vous dites que c'était nécessaire. Pendant ce temps, plus que 13 minutes pour en sortir. Non, je vous dirais que vous aurez 2 minutes. Hein. Ce sera comme ça. Tout en espérant que la direction nous ajoutera du temps. On a pris. Docteur Yam Timba, je vais me tourner vers vous. Finalement, ces intellectuels qui sont payés, il faut le dire comme ça, on les paie pour représenter l'Afrique, par exemple au sommet de Montpellier. Va-t-on les appeler des intellectuels? Bah écoutez, pourquoi on ne va pas les appeler intellectuels? Organique. Ce sont des intellectuels. Ce sont des intellectuels? Ce sont des intellectuels pour celui pour qui il y a intérêt à ce qu'ils soient appelés ainsi. Ah, d'accord. Il faut savoir que nous vivons dans un monde où les valeurs universelles, celles que produit la vraie intellectualité, ne sont plus vraiment tous là. Et on a réussi à casser le concept de l'universel par le concept de valeur relative. On est allé emprunter à la science physique un concept qui n'avait rien à voir, qui n'avait pas forcément cette, comment on appelle, cette application précise dans le domaine social, le concept de la Ça, c'est relativité. américain. Sauf que c'était fait à dessein. À partir du moment où vous cassez l'universel et que vous relativisez, vous créez une relativisation des valeurs, en réalité, vous justifiez, vous donnez la liberté de justifier tous les actes que vous posez. Tout à l'heure, nous parlions de la confusion entre le diplôme et on confond diplômé et intellectuel. Mais cette confusion, elle va permettre de mieux répondre à votre question. Cette confusion, elle est voulue. Elle est voulue parce qu'en réalité, c'est une action de classe.
C'est une classe qui a décidé de faire les choses comme ça parce qu'en le faisant ainsi, elle justifie l'élitisme. Voilà. C'est tout. En fait, elle justifie l'élitisme. Elle va donc construire des écoles, elle va donc organiser la formation depuis le secondaire sur la base de pseudo-capacités particulières. Et vous allez trouver donc des gens qui vont avoir tous les diplômes de la planète, qui vont être considérés comme des élites, alors que dans d'autres environnements, on les considère comme des idiots. Mais vous n'êtes un idiot parce que vous n'avez pas la capacité de transformer positivement votre environnement. Si vous avez un environnement de colonialité, par exemple, qui perdure depuis des siècles, alors que vous avez les outils, vous niez ça. Que vous arrivez même à nier cette colonialité, eh bien, ça veut dire qu'en réalité, cette action de classe a réussi. Vous n'en êtes même pas conscient. Vous avez le sentiment que vous êtes un type important, mais vous êtes le produit d'une action qui vise à maintenir votre peuple aliéné, et vous êtes l'aliéné suprême. Non, pas principal. Principal dirait même que, bon, vous êtes l'aliéné modèle. L'aliéné modèle et le prototype de cette aliénation, et on vous pousse donc à produire, à générer un comportement qui va donc s'exprimer à travers même vos travaux intellectuels et qui va donc embrigader tout votre peuple. Il faut bien qu'on comprenne que l'intellectuel africain, là vous posez la question de savoir, mais est-ce que c'est un projet de longue date, subtil, de longue date? Oui, mais l'intellectuel africain, pour l'essentiel, ou celui qu'on appelle comme tel, pour l'essentiel, c'est un projet. C'est un projet de longue date, mais ce n'est pas un projet de longue date qui est bête. C'est un projet de longue date. C'est un projet de longue date qui vient de ce que la protection des intérêts doit pouvoir être faite de manière plus subtile. Et la subtilité dans laquelle on intègre, on cale, dans laquelle on colle ou on cale ce projet-là, signifiera que on va produire un certain nombre d'intellectuels qui sont des intellectuels ouvriers. Alors, notez très bien cette différence qui est fondamentale. Un ouvrier intellectuel est une valeur positive, mais un intellectuel ouvrier ne l'est pas. C'est pour ça qu'on a des centres de recherche, c'est pour ça qu'on a des chercheurs, et c'est des types qui sont des salariés, qui sont donc obligés de s'assurer de ne rien dire qui puisse mettre en danger leur salaire. Oui. Voilà pourquoi, en tant que fonctionnaire ou en tant qu'employé de think tank, ils sont tenus par la réserve. Parce que ne l'oubliez pas, aujourd'hui, le problème de fond auquel nous faisons face en réalité et que le monde essaye de ne pas voir en se voilant la face, c'est que nous n'avons plus de vraie politique. J'ai l'habitude de dire sur votre plateau que l'Afrique n'a pas d'intellectuels, je vous ai dit pourquoi, mais au fond, le monde a le problème fondamental de l'humanité aujourd'hui, c'est que l'humanité n'a plus d'élite. Nous n'avons plus les vraies élites parce qu'une élite, c'est d'abord la moralité, c'est les valeurs universelles. Or, nous n'avons plus d'élite et nous avons donc les universités d'État privées, les think tanks, les centres de recherche, embrigadés par des considérations de classe, mais pire, par des considérations de courte vue des hommes politiques, qui, eux, sont tenus par des obligations à très court terme, qui sont devenus des chefs d'entreprise et les marionnettes des propriétaires des moyens de production, qui sont donc astreints à un certain nombre de résultats avec des ratios, des pourcentages clairement définis. Et les intellectuels ont l'obligation de rentrer dans ce contexte-là, dans ce moule-là, en tant que force de production. Donc ils vont produire. Mais que vont-ils produire? Ils mettent sur le marché un produit. Lequel produit est une attente de ceux pour qui ils le produisent. Et ça, ce sont des choses qui ne permettent plus vraiment aux intellectuels de s'élever vers le niveau de la libre formulation, de la libre élaboration, de la libre structuration d'une pensée, d'une manipulation des concepts qui va donc influencer le développement qui va donc influencer, si vous voulez, la marche du monde et l'attitude des hommes. Parce que quelle est la force? Qu'est-ce que l'intellectuel apporte réellement aux hommes, à ses concitoyens et aux autres hommes? C'est l'attitude. Quelle attitude ont-ils face aux problèmes du monde? La plupart des gens, l'attitude que nous avons, c'est une attitude défaitiste. C'est une attitude de résignation ou une attitude qui dit « Ah, les politiques vont avoir une solution ». Voilà pourquoi on va avoir, par exemple, on va être dans un environnement où on va vous dire
vous avez un pays où, on va dire, il y a une adéquation formation-emploi, mais vous avez une inadéquation formation-emploi, pourquoi? Parce que vous voulez transformer le blé alors que les gens savent transformer le taro depuis toujours. Vous comprenez le problème? Oui. Donc, vous allez exiger qu'on forme des gens qui savent transformer le blé, qui n'est pas un produit naturel de notre environnement. Alors que si vous aviez exigé des gens qui savent former, qui savent transformer du manioc et du taro que nous consommons et qu'on transforme depuis la nuit des temps, vous n'auriez pas eu de problème. Donc, vous avez ce hiatus politique qui va donc être repris par des intellectuels, et Chunjan Pomi reviendra là-dessus en classant dans les intellectuels nationalistes et les intellectuels FMI, qu'il appelle alors avec une morgue suprême des intellectuels aliénés. C'est dans ce genre de situation qu'on va se retrouver. Les docteurs, les agrégés qui dirigent par exemple nos universités, ce ne sont pas des intellectuels nécessairement, ce sont des scientifiques. C'est-à-dire des gens, parfois de grande qualité. C'est-à-dire que dans leur domaine, ils commentent, ils savent ce qu'il faut dire, etc. Mais ce n'est pas des intellectuels. C'est-à-dire qu'ils n'ont ni l'attitude, ni la production, ni les activités qui permettent de transformer la société. Mais sur le plan scientifique, ils sont bons. Ils font bien leur boulot. Ils produisent des textes, ils enseignent des gens, etc. C'est de bons scientifiques. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans un roulement. Oui, voilà. Ils dirigent des travaux de recherche, ça. Mais intellectuels, non. Parce qu'ils ne transforment pas de manière positive la société. Ils ne transforment pas l'attitude des gens face à leur peuple pour leur donner quelque chose qui n'a pas de prix, qu'on appelle la liberté. Et la liberté, ça veut dire que nos diplômés et soi-disant intellectuels n'ont pas produit chez nous la capacité à donner le choix. Regardez dans les années 40-50. Dans les années 40-50, vous aviez en Afrique, les gens avaient la liberté de choix. Voilà pourquoi quand Oumyové dit « je m'en vais à l'ONU », tous les Camerounais vont cotiser 1 franc, 2 francs, 3 francs, 5. Ils avaient le choix. Il a réussi à leur donner la capacité de choisir. Or, cette capacité de choisir a été tuée avec le temps. Il y a eu des soubresauts au début des années 90, mais pourquoi? Parce que vous avez eu, début des années, à la fin des années 80, je vais dire, parce que vous avez eu une forte production intellectuelle qui a permis d'y arriver, qui a préparé les gens. Mongo Betty, les gens comme les Mongo Betty, les Chunjan Pomi étaient passés par là, et pour ne prendre que ces deux-là. Et même le premier Achille Mbembe était intéressant, les écrits Soumaki, le programme national camerounais, le premier Achille Mbembe était intéressant et a participé, contribué à cela. C'est ça qui a abouti à la fin des années 80, début des années 90, à cette nouvelle période de choix que les gens ont eu. Malheureusement, ça a encore été cassé et vous avez une des années 90-2000 qui sont d'une médiocrité incroyable. Alors, et qui va donc produire par exemple le genre de constitution que nous avons aujourd'hui, qui est d'une médiocrité qui questionne la capacité de notre pays à se projeter réellement. Donc, pour en finir, en réalité, le problème de nos intellectuels, c'est que ce sont des aliénés, malheureusement, qui sont le produit subtil d'une politique. Et c'est une politique et une initiative d'une classe dominante, et dans le cas présent, d'une classe dominante qui est non pas seulement une classe individualiste de personnes à l'intérieur d'un environnement, mais qui est également issue d'un individualisme d'État, qui est donc de type impérialiste et colonialiste. Et c'est ça qui nous empêche d'arriver aux valeurs universelles et nous bloque sur un certain nombre de contre-valeurs où vous avez des gens qui préfèrent qui préfèrent l'ennui douillet de la soumission et de l'aliénation, cette sorte de servitude que dénonçait Mongo Betty ou Chunjan Pomi et que Oumyové ne voulait pas du tout, dont il ne voulait pas du tout entendre parler, et qui aujourd'hui se retrouve être comme la valeur centrale. Si vous voulez être respecté chez nous, si vous voulez être quelqu'un chez qui on va prendre conseil, vous devez pouvoir être soumis à l'Occident, profiter des prébendes de cet Occident ici, et à ce moment-là, on vient prendre conseil chez vous. Alors que l'intellectuel, c'est justement cette personne qui a, par la capacité à identifier les rapports structurels qui peuvent être faussés ou mal agencés, va donc permettre au peuple, parce qu'au fond, ce n'est pas pour lui. L'intellectuel ne dialogue pas avec lui-même.
L'intellectuel dialogue avec son peuple. La plupart des intellectuels africains que vous remettez en cause aujourd'hui dialoguent avec qui? L'un des gros problèmes que vous allez constater chez ceux qui écrivent en Afrique, ceux qui sont les gros diplômés en Afrique, c'est qu'ils ne parlent pas avec le peuple africain. Méprise. Ils ne parlent pas avec le peuple africain, ils le méprisent, ils ont un langage empoulé que le peuple ne comprend pas, et ils ont le sentiment que mais ce peuple ne comprend rien. Non, en fait, ils ont créé le cercle vicieux. Ils n'écrivent même pas pour lui. Non, ils n'écrivent déjà pas pour le peuple, et ils utilisent un langage empoulé que le peuple ne comprend pas, et ils accusent le peuple de ne pas les comprendre, d'où le cercle vicieux. Et la conséquence, c'est que vous avez quelque chose qui n'existe pas, que à Berma s'appelle l'espace public du discours. Et l'espace public du discours n'existant pas, n'étant pas structuré pour que il y ait un dialogue entre le peuple et ceux qui sont ces intellectuels. La conséquence, c'est qu'on est dans une sclérose et on se réfugie dans quoi? On se réfugie dans la recherche effrénée de l'enrichissement, dans le libertinage et dans cette sorte de mépris de soi, de sous-estimation de soi qui fait que les Africains vont avoir des Camerounais par exemple vont avoir des expressions du genre vraiment le noir, hein, vraiment le noir, hein, il n'y a que les noirs qui font. Non, en réalité, c'est ça. Un choix de classe qui a été fait il y a quelque temps, qui est entretenu, c'est ça le produit. Et vous avez le sentiment que c'est parce que vous avez trop réfléchi que vous insultez les noirs vous-même alors que vous êtes noir. C'est parce que vous avez une très grande intelligence que vous en êtes arrivé à dire des inepties du genre l'homme noir est mauvais. Non, il y a un choix qui a été fait à un moment donné. Ce projet de longue date a voulu que un certain nombre de personnes qui vont suivre certains types de formations vont produire un discours qui va vous amener à vous mépriser vous-même, qui va vous amener par ce mépris-là à inhiber toute initiative historique chez vous et à inhiber toute tentative de vous libérer. Merci beaucoup, hein, Dr Yamtima, d'avoir été là ce matin. Je me tourne vers vous. Ah oui, ben c'est un plateau très riche ce matin. Je me tourne vers vous. Albert Anatola, ici, a besoin de réagir rapidement avant que je passe sa parole à je voulais dire que ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse parce que le fait que nous ayons des intellectuels aliénés, c'est un fait colonial. Ce n'est pas une excuse, je dis bien, c'est pas un fait colonial. Oui. Lorsque vous avez un système éducatif qui n'est pas endogène, vous ne pouvez que produire justement des éléments culturels qui sont justement aussi aliénés, qui sont contre-politiques. Pourquoi? Parce que... écrit pour l'international. Absolument. Parce qu'aujourd'hui... Et les livres justement dans c'est les leur tiroirs. référence. Oui, absolument. Allons-y, Albert. Donc je pense que c'est pas... il faut donc une révolution. Je pense qu'il s'agit de... Ils se plaignent souvent qu'on l'aime pas. Vous pouvez répéter ça? Non, je dis qu'il faut une révolution. Non, dites-le bien. Je suis dit qu'il faut une révolution intellectuelle. Très bien. Voilà, non, une révolution tout court. Non, une révolution intellectuelle pour justement sortir de là. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les intellectuels sont en mon sens les relais de la pensée résiduelle qui est la conséquence de cet embrigadement de notre système éducatif. La pensée résiduelle. Oui, la pensée résiduelle. C'est important. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut donc mettre en place justement, il faut donc sortir de là. Oui. Il faut sortir justement de ces quatre camps-là, parce que lorsque vous voyez les politiques ou les dirigeants français qui prennent sur eux la responsabilité de décider de ce qui est bien ou pas bon pour les Africains et l'Afrique, ça pose quand même un problème. Ça veut dire que nous sommes encore en plein pied dans le néocolonialisme et le colonialisme culturel. Merci beaucoup Albert Anatola ici pour cette réaction. Moubarak Yondiakechimen, comment comprendre donc qu'un soi-disant intellectuel se mette au service des oppresseurs de sa race et qu'il n'apporte rien à sa communauté pour se libérer? Je vais prendre deux exemples ici au Cameroun. Oui. Je ne connais pas dans quel contexte Feu Oumniobé, perd son âme, disait ceci à sa femme. Oumniobé a posé, sa femme a posé une question à Oumniobé. Il a répondu: le Cameroun s'occupera de toi. Oui. Le Cameroun, c'est-à-dire il a dépassé sa personne et il était sûr et certain que le Cameroun devrait faire ce qu'il faille faire par rapport à sa femme. Je suis sûr que quand il voit dans quelles conditions, je ne sais pas si elle est encore en vie, sa femme, etc., il doit probablement se retourner dans sa tombe. Regardons un cas palpable que nous connaissons tous. Francis Ngannou. Par la voie terrestre, il est arrivé en France. S'il vous plaît, je ne vous demande pas de suivre cet exemple en passant par la voie terrestre pour aller, c'est pas ce que je dis. Il a fait quelque chose de terrible hier à l'université de Boya. Il parlait en français, en anglais. C'est pas l'anglais de Feu Lapiro de Banga, hein, c'est pas le pidgin. Un anglais assez... Mais, et si on vous parle de son niveau?
il parlait devant les étudiants, il était à l'aise. Il mettait en exergue ce qu'il était en train de faire et ce qu'il compte faire pour le futur, pour son pays, pour l'Afrique. Je ne sais pas, peut-être je vais me tourner vers Yam Timba, je ne sais pas si c'est un intellectuel ou pas, mais vraiment, j'ai senti, il m'a pratiquement positivement contaminé. J'ai même été emporté. Je connais le gars comme lutteur, hein, comme bagarreur pour gagner sa vie. Avait-il le choix? Peut-être c'est dans ces conditions-là qu'il ne pouvait que réussir. Mais prendre la parole devant, entre guillemets ou entre parenthèses, les futurs intellectuels et se défendre de la sorte, sincèrement, j'ai voulu douter de ce monsieur qui, depuis le début de l'émission, pratiquement derrière le présentateur, est en train d'apparaître, etc. Je ne voudrais pas prononcer son nom. Mais vous savez, le débat est là. Ngoz, j'ai eu un souci où j'ai été suspendu d'antenne pendant 1 mois au Tchad. J'ai invité le clergé catholique, etc. Et donc, on prenait la parole, mon père. Il a constaté, après 15 minutes d'émission, après il dit, mais vous devez m'appeler mon père. Je dis, non, vous n'êtes pas mon père. S'il vous plaît, c'est moi qui dirige ce plateau et je refuse. Ceux qui veulent le dire, moi, je connais mon père, il ne vit plus. Vous n'êtes pas mon père. Mais c'était grave. Et c'est ça. Posons-nous des questions. Essayons de révolutionner nos pensées. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux toujours parler de la communication. Et il y a certains sur ce plateau, après, ils iront ailleurs. Mais de ce côté-là, je ne veux pas aller trop loin. Les choses ne se passent pas trop bien. Parce que encore certains sur ce plateau ne peuvent pas se retrouver là-bas. Certains sont organisés à nous autodétruire. Nous qui prétendons mener un combat pour édifier l'Afrique, par rapport à nos guéguerres internes, nous sommes disparates. Malgré le fait que nous ne maîtrisons même pas les efforts que nous sommes. DBS, devant certains mastodontes de la communication, qui vont se permettre de présenter, par exemple, la Centrafrique comme un pays maudit. Et ils ont les moyens, en français, en anglais, en mandarin, en arabe. Je ne refuse pas de la notoriété de DBS ou de qui que ce soit. Mais je dis ceci par rapport à eux. Et nous? Mais malheureusement, quand on arrive chez nous, vous avez des messieurs assis qui décident que tel n'aura pas droit à la parole, parce que tel m'a manqué du respect, parce que... Et c'est ça, ça désoriente et ça minimise le combat que nous sommes en train de mener. Quand vous allez au ministère de la Défense en France, je crois que Bandakani est au courant, Yam également, ils ont sorti un manifeste de plus de 1500 pages. La lutte du ministère de la Défense actuellement en France, ce n'est pas contre un président ou quoi que ce soit. C'est contre le panafricanisme. C'est clair, hein? Bien sûr. Bien sûr. Ils ont entre 30 ans et 50 ans pour autodétruire le panafricanisme. Avec des noms tels que ce monsieur-là. Quand on vous parle, vous croyez photo de face, photo de profil, etc. Bien sûr. Nous sommes au courant, ça. Voilà le degré. Si nous ne comprenons pas là où se trouve la lutte, ce n'est pas un plaisir de terminer le jeûne. Je ne sais même pas pourquoi je le fais, parce que ce n'est même pas ma religion d'origine. J'en parlais à l'intro de mes propos, etc. Pourquoi on est chrétien, pourquoi on est musulman, etc. Si nous ne comprenons pas, disais-je tantôt, la lutte que nous sommes en train de mener, nous allons nous perdre dans des distractions inutiles. Et c'est justement par rapport à cela qu'à partir de chez eux, ils peuvent décréter que tel est intellectuel. Parce qu'intellectuel chez eux, c'est celui qui, ma foi, essaye de défendre leur drapeau tricolore. On s'en fout de savoir si vous êtes ça, si... c'est pas le problème. Vous allez aller dans leur sens. Vous allez défendre, par exemple, l'homosexualité. Voilà les intellectuels chez eux. Mais ce que je dis ce matin, je voudrais vraiment qu'on puisse... Vous avez constaté que depuis le début de cette émission, je vais tout doucement. C'est qu'à la fin, vraiment, moi j'en ai marre. Le nouveau progressisme. Exactement. Pour vous aider, c'est ça? Je n'ai pas le droit d'être polygame. Mais quelqu'un a le droit de défoncer
mon derrière, et par rapport à cela, si ma famille me vomit en Afrique, on me donne facilement un visa pour aller en France. Ce sont des conneries abjectes. Tout à l'heure, Bandakani parlait. Regardez la position de l'université à Douala, chers téléspectateurs. Et même partout, parce que quand je parle, j'ai souvent la chance de voyager. Ce sont des beuveries. Et il y a un coin à l'université de Douala, quand je discutais avec toi, quelqu'un justement m'a mené là-bas, où on apprend à nos enfants, les jeunes, comment est-ce que, quand on est pédé, on peut faire voler son âme vers... je ne sais pas. J'étais... Et j'ai voulu immédiatement quitter cet endroit hier soir. Et voilà donc, ça va produire des jeunes intellectuels qui, au lieu de draguer nos belles femmes, vont draguer des hommes. Vous connaissez, il y a des sociétés ici, connues. Nous devrions parler de ça. Parce que ça détruit totalement le sens moral de notre véritable tradition. Je l'ai dit au début. Le monde, la genèse du monde, c'est l'Afrique. J'ai des causeries souvent animées. Avec des bleus, blancs, rouges au Tchad. Je vis au Tchad, chers téléspectateurs. Un Français s'est levé. Il a dit bonnement devant tout le monde, tout haut, que la France est un pays riche. Ah, on arrive fatigué. On a dit, oh, ah bon, tu peux nous prouver que la France est riche? Dans la salle, j'ai un ami chinois, on l'appelle le chinois tchadien. Il parle dire très bien français. Bien. C'est que langue tchadienne. Non, le chinois tchadien, il vit au Tchad depuis quoi? 50 ans? Bien introduit. Alors, il se lève, il dit, nous avons l'uranium. Il était sérieux quand il parlait. Le Chinois se lève et dit, ah bon, vous avez l'uranium? Donc le Niger, c'est l'extension de la France. Il a dit, mais pourquoi tu dis ça? Et lui, ce Français était convaincu que l'uranium venait de la France. Pourquoi? Parce que la communication. Et Bandakani est mieux placé pour vous expliquer cela. L'oligarchie sait exactement ce qui se passe. Mais les Français d'en bas, ils sont perdus. Ils sont sûrs que les congés peuvent être gracieusement payés chaque année. Ils peuvent avoir des salaires en veux-tu, en voilà. Oui. Leur pays est développé parce qu'ils sont riches. Foutaise. Mais comment donc on peut faire pour pouvoir quadriller cela? Pour que l'Africain puisse se retrouver. Voilà le débat. C'est pour cela que je le disais à l'intro de mes propos. La thématique m'a fait un peu sourire. Et ça peut revenir plusieurs fois pour qu'on puisse mieux développer et donner de l'expertise, donner de l'essence, mieux éduquer nos jeunes à comprendre nos vraies valeurs. Parce que vraiment, ils sont touillés, ils sont tournés. Avant de commencer cette émission, les téléspectateurs ne le savent pas, j'ai posé la question au présentateur émérite de cette émission, comment est-ce qu'il est habillé? Si vous pouvez voir, bon, malheureusement, il ne peut pas se lever. Chers téléspectateurs, je vais un peu vous détruire. Il a attaché un pagne de chenou, je dis bien de chenou. Ça ne concerne pas les autres qui regardent cette émission. Et il est fier de l'avoir attaché. Il peut gambarder d'ici jusqu'à je ne sais d'où et être reçu un peu partout. Il remet en valeur, ou il met en valeur, l'essence de nos traditions. Yam le disait avant de chuter. Sans la tradition, si les Africains ne se concentrent pas, ne se retrouvent pas au centre de leur mode de vie, nous sommes perdus. L'ail n'a pas été cultivé pour la première fois en Chine. Je suis désolé, c'est en Égypte. Eh oui. Les inventeurs, dans cette salle, la climatisation a été inventée par un Africain. Peut-être quand... Même les micros sur lesquels vous parlez, voilà, ne vous inquiétez pas, la caméra mais sur c'est laquelle... terrible. Et vous avez certaines personnes, parce qu'ils ont su mettre en phase le franc CFA, ils se permettent de se foutre de notre gueule. Vraiment, à un temps, on peut dire il y en a marre. Et je demande tout simplement aux Africains, surtout certains qui contrôlent la communication, parce qu'ils sont PDG de tel ou de tel média, mettons-nous ensemble pour que ce combat puisse avancer. Sans les joueurs qui accompagnaient Roger Mila, il ne pouvait pas faire l'exploit qu'il a pu faire en son temps. Bandakani seul, ce n'est pas possible. Yam Timba seul, ce n'est pas possible. Et on devrait, par rapport à cette tête de poule, à nos jokers,
la préserver, la protéger. Mais certains patrons de médias, manifestement, sont encore des esclaves de maison. Je préfère m'arrêter là, parce que c'est grave. On vous a compris, le message est passé. Moubarak Yondia Ketchimen, merci d'ailleurs d'être là ce matin. C'est la première fois, mais vous reviendrez très prochainement. Dimanche, forcément, nous serons ensemble. Ça m'a plu d'ailleurs les propos que vous avez commencé avec en disant « Mon père ». Ça me rappelle Mehmet Ali Agsa, celui qui a tiré sur le pape Jean-Paul II le 13 mai 1981, lorsqu'on lui a demandé de faire une lettre d'excuse au pape. Il a écrit « Sa papauté, père des autres ». En tout cas, pour lui, ce n'était pas son père. Non, c'est clair. Je me tourne vers vous, Jean-René Douma, ce matin, puisque nous sortons justement de cette autre édition de DBS Matin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on sait tout ce qui a été dit? Tu vas te maudire. Très Saint-Père, bon non, j'ai même entendu l'un de ces éléments dire que lui-même il est Saint-Père. Sur l'un des plateaux, il est un peu brun comme ça, je vois son nom. Il a dit que lui-même, pourquoi est-ce que lui-même ne serait pas Saint-Père? Je me donne vers vous, Jean-René Douma, pour sortir de cette édition. On a exposé plein de choses. D'ailleurs, la thématique de ce matin était extraordinaire, très importante. Et d'ailleurs, intellectuels africains au service de l'oppresseur, projet subtil de longue date aux faiblesses de l'esprit. Pour sortir, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a tellement eu de production dans cette émission, c'est extraordinaire. C'est facile de faire la synthèse. Encore bravo. Oui. Steve, c'est un plan qui date de plus très longtemps, décennies. Bien savamment organisé. Je précise juste que il s'agit de la programmation. Hein. Il s'agit de la programmation de l'être humain, du cerveau de l'être humain, qui passe par plusieurs types d'outils. Donc le plan, lui, il est là. Il est déployé en fonction de plusieurs canaux. Mais pour rester au niveau de la thématique, le président Badakan, il a relevé l'université, c'est-à-dire tout ce qui est assimilé à la formation, à l'éducation, est capital. Maintenant, la question c'est qu'il faut qu'on revoie les contenus, n'est-ce pas, des programmes de formation de nos enfants, de nos arrière-enfants et tout ça. Oui. Parce que c'est ça le contenu qui va dans le cerveau et qui conditionne dans les attitudes, les modes de pensée et les comportements qui s'ensuivent. Ça, c'est sur le plan de la dimension macro. Okay. Donc, il y a la formation en elle-même qui formate déjà de manière formelle. Il y a évidemment l'environnement, c'est-à-dire vous êtes souvent avec qui tout le temps, vous parlez de quoi. Et puis il y a surtout les médias. Oui. Vraiment, il est important que de plus en plus les médias africains prévoient des programmes dignes de ce nom. Pour accompagner le combat. Vraiment des programmes qui ont un sens. Des programmes qui profitent à l'Afrique que de nous distraire pour certains médias qui continuent de le faire à 90% et qu'on n'a pas forcément besoin de suivre. Mais nous interpellons tous les médias davantage de regarder dans la même direction parce que c'est un combat collectif. Oui. Lorsque c'est fait, on va influencer forcément les modes de pensée de nos intellectuels. Et comme nous l'avons dit, hein, nous avons suffisamment épilogué là-dessus, que ce soit ceux qui veulent d'abord avoir les doctorats, etc., avant d'avoir pratiqué, ou ceux qui commencent par la pratique et qui, à un moment donné, veulent valoriser, entre guillemets, parce qu'ils veulent un papier. Parce que, qui sous-tend les justifie. Voilà, qui justifierait qu'ils ont des aptitudes, alors que ces aptitudes ont précédé le fait qu'ils soient partis faire un diplôme. Donc, que ce soit dans l'un ou l'autre cas, on va modifier leur mode de pensée progressivement et nous aurons davantage une masse qu'on peut qualifier de critique pour pouvoir porter, n'est-ce pas, l'idéologie que nous défendons avec ferveur. De l'autre côté, c'est d'inviter cette minorité d'intellectuels africains qui continuent de jouer le mauvais rôle, de revenir à la maison. L'Afrique est accueillante. L'Afrique est accueillante, les portes restent ouvertes. Un enfant qui se perd et qui se ressaisit pour revenir à la maison, on l'accueille, on fait la fête. Revenir à la maison. Donc, qu'il revienne à la maison et que nous continuions le combat. Merci beaucoup.
Merci messieurs d'avoir été là ce matin. Permettez-moi de lire les messages de nos téléspectateurs. Bonjour Steve, la pleine forme, je l'espère. Ce n'est pas encore la grande forme, mais ça va aller. Très bon thème, vous avez dans votre sac des questions qui réveillent la conscience des Africains et sont au même moment les mots dont nous souffrons. Félicitations à vous. Cette personne ne nous a pas laissé son nom, mais nous écrit depuis le Bénin. Bonjour DBS, bonjour le panel, votre thème d'aujourd'hui est plus qu'intéressant. L'intellectuel occidental aide son pays à dominer les autres, aide son pays à être le plus puissant des pays. Pourtant en Afrique, on a l'impression que nos intellectuels sont là pour aider les occidentaux à nous écraser, nous aider à nous entretuer, encourager la division. Pire encore, on dirait qu'ils sont des agents de com des occidentaux. C'est Moussongo qui nous écrit depuis Douala, précisément à Akwa ce matin. Le renvoi du sommet de Montpellier n'est pas un fait du hasard. Avec des réactions des panafricanistes, les Français mettent les bouchées doubles pour qu'il y ait un maximum de chefs d'État possible à ce sommet. C'est Joseph Owono, depuis l'Urbaba, qui nous a écrit ce matin. Quelqu'un d'autre qui nous dit bonjour, ben n'a pas laissé son nom. Bonjour monsieur Ngo, soyez indulgents avec nos soi-disant intellectuels. Ils sont tous les cerveaux lessivés par les services secrets depuis leur parcours dans les universités occidentales. C'est le jeune panafricain depuis Yaoundé. Le jeune panafricain qui n'a pas justement laissé son nom ce matin. Bonjour Monsieur Ngo, et à tous tes panélistes, merci encore d'avoir choisi mon thème. Oui, je le répète encore que c'est Moto depuis la Suisse qui nous a donné ce thème, mais il faut le préciser d'ailleurs. Ah mais c'est bien. Oui, pour en discuter avec d'illustres panélistes, pour ma part, je dirais tout simplement que l'intellectuel africain, dans les temps présents, qui ne met pas son savoir au service de la situation actuelle de notre continent, n'en est pas un. Tout simplement, ils doivent amener les populations, non pas à embrasser aveuglement une cause, sans comprendre ce qui se passe, mais à créer une ligne de pensée qui va amener les hommes à se poser les bonnes questions sur son avenir. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas ces temps-ci. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse. Merci également à toi ce matin. Bonjour Steve, bonjour à tout votre panel. Je vous rassure, la prochaine génération de docteurs va complètement tuer l'école au Cameroun. Ces gars sont nuls. Ouais. Merci également à vous de nous avoir écrit. Ouais. Et également là, le docteur, l'apôtre Nelson Achou from Bonaberi. Good morning, Steve. Your debate of today points to the roots of the actual problem we have in Africa and the world. Intellectual has been perverted by the imperial system since the Enlightenment age. True intelligence have been brought down to self-gratification rather than building humanity. Most Africans who study in the imperial nation are what I call dark light bearers of imperial civilization, because most of them aren't nation builders. The major war we have presently is the war of intellectual paradigms. That is why I endorse your program. Peace to you and your panelists. My heartfelt greeting to Dr. Duma and President Banakani. Apostle Nelson Achou from Bonaberi. Merci également, c'est un fidèle téléspectateur qui nous a d'ailleurs dit qu'il voudrait participer à cette édition. Nous ne manquerons pas, dès la semaine prochaine, de vous inviter sur notre plateau. En Afrique, certains ne sont intellectuels que par leur diplôme. Ceux-là, on les reconnaît facilement par leur raisonnement. C'est ceux-là qui nous traitent de complotistes lorsque nous dénonçons les pratiques impérialistes des Occidentaux. Alors que l'histoire de l'Afrique, de l'esclavagisme au néocolonialisme, en passant par l'impérialisme et autres, prouve à suffisance que le diable est resté diable malgré le temps. C'est ces genres d'intellectuels qui font actuellement des manœuvres à Lomé pour faire passer l'écho français à travers les fameux états généraux de l'écho. J'ai honte. C'est signé le Togolais ordinaire qui nous écrit depuis le Togo. Bonjour, l'Afrique compte très peu ou pas du tout d'intellectuels. L'intellect, eh bien pour ma part, vous donne la capacité de voir loin dans le temps, sur l'espace et de conceptualiser. L'intellectuel s'impose comme celui qui conçoit des concepts et les implémente dans la société. L'Occident a vidé l'Afrique de ses intellectuels, les tuant, Kadhafi et les autres, les marginalisant en imposant la démocratie qui n'est que la manifestation de l'intellectualisme occidental. Imposer au monde un modèle qui prive le reste de ses idées, us et coutumes. Montrez-moi un pays dans le monde qui s'est développé grâce à la démocratie. Il n'en existe pas. Bon, que propose l'Afrique pour s'opposer à la domination de la démocratie?
C'est de là que l'on découvre l'intellectuel africain. Les Asiatiques ont mis de côté des concepts occidentaux parce qu'ils avaient en vue quelque chose pour leur émancipation et cela porte ses fruits. Que l'Afrique se lève contre la démocratie qui étouffe l'émergence de ces intellectuels parce qu'un intellectuel ne fait pas l'allégeance. Il n'ira pas faire les courbettes pour un poste, ne se livrera pas à la corruption parce qu'il est un prototype mis à part pour changer la société sans être changé. C'est Eoni Cyril qui nous écrit ici même à Douala, au Cameroun. Bonjour Steve, votre émission du 11 mai 2021 avait un goût de miel. S'il vous plaît, faites-nous des rediffusions de vos émissions censurées sur YouTube. Ce fameux bateau de Greenpeace avec ses conteneurs de la mort, cette émission mérite des rediffusions toutes les semaines. C'est une joke depuis Yassa. Ici même à Douala qui nous a écrit. Bonjour à vous sur le plateau. Nous sommes tous des intellectuels, le maçon, le menuisier, le fou y compris. Vous êtes sur le plateau, vous qui êtes sur le plateau. Mais une chose, il revient à nous les humains africains d'utiliser notre niveau d'intellectuel pour le bien collectif de notre continent et non pour le bien de notre ennemi. Ayi Yovogan depuis avec Pozo au Togo qui nous a écrit ce matin. Quelqu'un qui nous a envoyé un lien, on va le regarder plus tard. Bonjour DBS, il y a ses invités, encore une très belle émission. Yabin Timba a parlé de Mbok Basson, voilà aussi une très belle personne qu'il faudrait inviter sur votre plateau. C'est un homme de sagesse, grand merci et que les ancêtres vous bénissent. Je suis d'accord avec Moubarak qui met en avant l'esclavage islamique et chrétien. Cette personne nous a écrit avec le plus 49 ce matin, donc depuis l'Allemagne. Bonjour Monsieur Ngos, merci pour la thématique. Que le Dieu profond de Ngorli Touba continue à vous illuminer. Un bonjour spécial au professeur Mbok Basson. Monsieur Ngos, j'ai une question. Est-ce que être intellectuel signifie bien parler français ou anglais? Nos chefs coutumiers, prêtres traditionnels et soignants ou guérisseurs qui ne parlent pas ces langues ne sont pas des intellectuels. Merci. Et merci également à vous, c'est Bilim Jonas qui nous a également écrit ce matin. Bonjour Jocelyn et bonjour à tous les panélistes. Dr Yam Amianu Achine Bembe ce matin. Pas citer son nom. Bon, on l'a pas cité. C'est pas moi qui... C'est pas moi qui l'ai dit, en tout cas. C'est pas moi qui l'ai écrit non plus. Voilà, il cité. Il a dit qu'il y a une photo. Bonjour DBS, ce matin, la classe des intellectuels africains ont eu pour la plupart accès aux universités occidentales, ce qui ne garantit ni la compétence ni la justesse des analyses et des points de vue. Cette classe s'est formée progressivement au cours d'une histoire tourmentée de l'Afrique. En définitive, les intellectuels africains pour la plupart, c'est Paris, je t'aime, moi non plus. C'est Stéphane Sullivan Onana qui nous écrit depuis Bruxelles. Bonjour DBS, à votre attention, Monsieur Kakou Nubukpo est en train de fragiliser la lutte à décapiter le franc Nation. Bon, CFA en organisant un colloque pour soutenir Macron et Ouattara bientôt à Lomé. Pardon, il faut le dénoncer. C'est quelqu'un qui nous écrit depuis Paris en France ce matin. Bonjour Monsieur Ngos, salut les panélistes, respect à vous tous. Je vous félicite pour le sujet de ce matin. Très pertinent. Merci Président Badakani et les autres. Vous la lumière pour l'Afrique. Courage à vous. C'est Doji Nyakpenou depuis Lomé au Togo qui nous écrit d'ailleurs ce matin. Steve Ngos, son panel, bonjour. À propos, le diplôme, vous vous souvenez que le président a eu à nommer un directeur de la CNPS issu au Cameroun quelques temps après. On s'est rendu compte qu'il avait de faux diplômes. Monsieur Touaïfoula Nayaoundé qui nous a écrit ce matin. Steve Ngos, un professeur de l'une de nos universités, se plaignait qu'on recrute un assistant qui roulait déjà en Mercedes parce qu'il se voyait mal en train de lui demander d'aller lui acheter des cigarettes. Monsieur Otou, toujours du côté de Yaoundé, précisément à Ifoulan. Vous êtes très nombreux à nous avoir écrit. Il y a Jimmy Stéphanie VP16, Assou Laurent qui nous a écrit. Vous êtes d'ailleurs très très nombreux, vous également. Il y a Nyakgo Ignace qui nous a également écrit. Et sans oublier bien sûr plusieurs anonymes qui nous ont écrit ce matin. Mais nous ne pourrons pas lire vos messages puisque le temps nous est imparti. Non, épouse Gossé écrit tout le temps. Elle écrit tout le temps, mais on ne pourra pas lire tout. Épouse Gossé à qui nous allons d'ailleurs dire bonjour ce matin. En parlant justement, épouse Gossé a écrit. C'est ton ami. Oui, c'est mon ami. Bon, laissez donc que je lis son message. Bonjour monsieur Jocelyn Gos et à toute votre équipe technique. Bonjour aux panélistes. Très belle thématique et merci pour ce bon petit déjeuner. Que Dieu veille sur vous, monsieur Ngos. Mes respects à mon président Badakani. Épouse Ngos. Ah voilà, vous vouliez que je lise son message, c'est fait. On saura ce qu'il vous lit. Et on saura également ce qu'il vous lit. Docteur Yamitima, merci d'avoir été là ce matin. C'est un plaisir, merci. Merci à vous également, Yon Jack et Chimen, d'avoir été là ce matin. C'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière. Le plateau est ouvert en attendant que vous rentriez du côté du Tchad. Même quand vous serez au Tchad, vous ferez partie du plateau. Merci à vous, président Badakani, d'avoir été là ce matin. Il faut rassurer les Africains. Les gesticulations et le combat d'arrière-garde sur le franc CFA ne doivent pas impressionner aucun Africain. Le franc CFA est mort.
Merci. Merci à vous également, Dr Jean-René Douma, d'avoir été là ce matin. Merci, Steve. Merci à Albert Anatola ici, qui est justement en arrière-plan ce matin. Merci d'avoir été là. Le propriétaire de tous les dossiers. Le dictateur. Le triple E. Le vrai dictateur. Le 3A et le vrai dictateur. Bon, si vous le dites. Madame, messieurs, c'est ici que s'achève cette dernière édition de DBS Matin de la semaine. Être un intellectuel, c'est faire corps avec le peuple et résister à l'oppression du colon. Cette résistance doit prendre la forme de l'écriture ou du discours. L'Afrique a besoin des hommes capables non seulement de croire en une Afrique forte, digne, prospère, mais aussi d'incarner cette idée. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.